Voilà, hello tout le monde. Alors, du coup, je vais faire le petit tour de table pour la présentation. Donc, nous avons notre premier joueur, celui qui est tout en haut de la liste. Attention, Vicious, ça arrive. Nous avons Arthur, Phillips, Morgan, Schwarzkopf. On ne sait pas vraiment son nom de famille. Mais c'est donc le tenancier d'un restaurant qui s'est retrouvé dans cette expédition en Antarctique. Il a récemment rencontré ce groupe de personnes et toi, tu es là pour des raisons financières, c'est ça? Exactement, je suis là pour des raisons financières et bonsoir tout le monde également, hein, bonsoir le chat. Oui, c'est exactement ça pour des raisons financières parce que c'est pas. En ce moment, c'est pas Byzance quoi. Voilà. Ton restaurant se porte pas très bien et est-ce que tu as eu récemment des opportunités de retrouver un peu de trésorerie pour ton business? Oui, je ne sais pas si je peux en parler, mais. Tu n'es pas Petite obligé d'en opportunité, on parler verra. si tu veux le garder secret. Ouais, on verra ça plus tard. Je pense qu'on va tomber dessus à un moment ou un autre. Ça va tomber, ça va tomber. Nous avons également René, René Lagos, donc trafiquant d'œuvres d'art, trafiquant Oui, d'armes également à ses heures perdues. oui. Comment tu vas, René? Et bah, sans le soude aussi. Sauf que c'est à cause de mon divorce. Hein. Mais peut-être qu'avec cette expédition, on va repartir avec suffisamment d'argent pour se remettre à flot. Et Très bien. peut-être trouver des œuvres d'art avant. Est-ce que tu as un plan pour essayer de survivre à ton divorce? Trouver de l'argent. D'accord. Suffisamment d'argent. À peu près $5000 minimum. C'est déjà pas mal. Alors du coup, notre joueur suivant, c'est William G. Sheffield, donc un peintre un peu tourmenté. Comment se passe ton expédition? Tu as presque tué quelqu'un lors de la précédente partie? Ouais, je constate que tu me demandes pas comment ça se passe financièrement, hein, mais bon, je suppose que comme je suis peintre, ça va de soi. Ça va avec la profession. Ouais, du coup, j'ai tué un type l'autre fois parce que il fallait bien s'en sortir. Et c'était quelqu'un qui avait des réponses, donc je pense quand même avoir quelques regrets vis-à-vis de ça, mais la situation ne m'a pas laissé le choix. D'accord. En tout cas, peut-être que les réponses vont arriver dans cet épisode. Peut-être qu'elles vont arriver au cours de cette session. Ensuite, nous avons le meilleur pour la fin, Myriam. Donc Myriam, qui est propriétaire comment ça s'appelle? Un cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité dans lequel il y a également des expositions d'œuvres un peu alternatives, de culture un peu cachée. Myriam, comment se passe ton expédition en Antarctique? Moi, je suis plutôt satisfaite, même si ça manque beaucoup de réponses. On a découvert des choses, mais on n'a pas vraiment eu le fin mot de l'histoire. Par contre, j'ai pu récupérer des petites choses pour mon magasin, des tablettes et ce genre de choses. Donc, je suis plutôt ravie et j'espère trouver d'autres choses. D'accord, donc finalement une expédition qui se passe plutôt bien pour Myriam, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est très bien. Donc là où on s'était arrêté la dernière fois, donc nos héros, nos protagonistes, sont allés en Antarctique à la recherche de statuettes qui ont été commandées par des mystérieux clients qui étaient prêts à payer une somme d'argent assez conséquente pour obtenir ces statuettes. Étant donné que tous ces personnages en fait sont dans des professions qui sont en rapport avec la recherche d'artefacts anciens ou qui sont tout simplement dans des panades financières, ils ont accepté ce travail pour retrouver ces statuettes qui peuvent leur apporter gros. Le truc, c'est qu'elles en ont trouvé une lors de la dernière session, et une deuxième, certainement plus importante, se retrouve dans le mont Erebus, quelque part en Antarctique, là où il y a une sorte de grande lueur magenta qui semble émaner du mont. Ce groupe a rejoint une expédition qui s'appelle Starkweaver Moor, dont les étudiants se sont transformés, pour certains, en espèces de créatures absolument abominables, ou alors ont tout simplement disparu et sont probablement dans le mont que vous êtes actuellement en train d'observer. Donc, là où vous en étiez arrêté, l'étudiant Karl Stemper s'était transformé et avait essayé de s'en prendre à la pilote de votre avion, Janet Fleming. Vous l'avez sauvé de justesse, elle a pu s'en sortir, mais hélas, vous avez dû tuer Karl Stemper pour la protéger.
Donc là, désormais, Janet Fleming s'est emparée de la radio qui était un peu endommagée, mais s'arrangeait en fait pour la réparer un peu, et essayer de contacter les autorités néo-zélandaises pour les prévenir en gros des meurtres qui avaient eu lieu là où vous êtes sur le site de recherche de l'expédition. Cette expédition consistait initialement à trouver des spécimens, des plantes qui ressemblaient à des êtres organiques, potentiellement une civilisation intelligente. Donc l'expédition avait à la base été menée pour ça, sauf que à cause du revirement d'humeur, non, à cause de l'attaque des étudiants, ça a fait capoter l'expédition qui se passe désormais très mal. Et donc là, vous êtes à la sortie de la grotte. Il y a encore les spécimens de l'expédition qui sont à côté de vous. Certains ont été brutalisés, déchiquetés. Trois d'entre eux sont en bon état. Et là, Janet est à la radio en train de prévenir les autorités néo-zélandaises de venir pour récupérer les corps, pour constater ce qui s'est passé sur place. Le problème, c'est que les autorités ne vont pas arriver avant quelques jours. Donc là, vous, il faut absolument que vous quittiez cet enfer. Mais vous avez l'intuition qu'il faut passer par le mont Erebus d'abord. Parce que là-bas se trouve potentiellement une nouvelle statuette, et vous avez également envie de découvrir quelles sont les réponses de ce qui se passe avec le culte qui est également à la recherche de ces petites statuettes. Donc, on va commencer avec un petit tour de table. Là, pour le contexte, Janet vient de terminer son appel radio. Donc là, elle est très endommagée, elle peut pas forcément repasser un autre appel, mais elle vient de prévenir les autorités. Elle a eu un contact très bref avec elle, mais elle est censée arriver d'ici 3 jours. Donc là, clairement, Janet vous explique que vous n'aurez pas le temps d'attendre jusque-là. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on n'est pas encore dans l'avion, c'est ça? Non, vous n'êtes pas encore dans l'avion, vous êtes à côté du poste de radio. D'accord. Bah, René va écouter, voir s'il n'y a pas une réponse au niveau de la radio. De manière très stressée et inquiet, en regardant la lueur magenta qui s'échappe du mont Erebus. Vu qu'on est en Antarctique, on n'est pas censé être à Las Vegas, donc je suis extrêmement inquiet, surtout après tout ce qui s'est passé pour l'instant. D'accord. Donc là, tu te diriges vers la radio, tu essaies de reprendre contact. Est-ce que tu sais utiliser une radio ? Non, j'essaye juste d'attendre d'écouter. Ah d'accord, parce que là, la radio, en fait, elle était morte. Jeannette la faisait fonctionner en tenant un peu des câbles. Mais là, c'est très difficile d'avoir un contact et on n'a pas forcément de retour, on n'a pas de réponse. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais juste traîner du côté de Janet et voir si elle démarre ou autre. Un peu inquiet, un peu perdu. Pour l'instant. Ok, alors on fera la conversation avec Janet dans un instant alors. Quelqu'un d'autre veut intervenir, faire quelque chose ? Moi j'aimerais bien aller étudier un peu les... Il y a des spécimens restants, c'est ça ? C'est ça, il y en a quelques-uns qui sont endommagés, décapités, déchiquetés. Il y en a 3 qui sont en bon état. Je vais aller voir un des spécimens en bon état. D'accord. Tu vas les observer et tu constates que ils sont en train de devenir un peu plus mous. Alors on rappelle, il fait quand même moins 20 degrés, mais ils étaient vraiment dans un état de gel très avancé lorsque vous les avez découverts la veille. Là, ils commencent à devenir un peu plus mous. Alors pour rappel, ces créatures sont quand même assez volumineuses. Elles font à peu près le volume de Karl Stemper, donc l'étudiant que vous aviez vu juste avant. Pour rappel, 1m90, une bonne centaine de kilos. Là, les créatures ont à peu près les mêmes dimensions. C'est-à-dire qu'elles ont un torse épais comme si c'était un tonneau. La plante se termine par une espèce de fleur. Mais c'est pas clair si c'est juste des pétales ou si c'est des mâchoires un peu molles. C'est très difficile à discerner. Pareil, elle a des sortes de racines, mais qui ressemblent un peu à des tentacules, des ailes de chauve-souris qui ressemblent un peu à des feuilles de chou. C'est très particulier comme spécimen. Je peux me rapprocher de Arthur et j'aimerais prélever un petit morceau de la bestiole là. D'accord. Du style une petite griffe ou quelque chose, et si jamais j'ai besoin de son aide.
Bah, tu vois un morceau de tentacule que tu peux couper facilement. Ah, un tentacule. Mais j'ai rien pour le conserver. Y a pas une griffe, quelque chose de Euh, solide plutôt? Tu peux essayer à ce moment-là de couper un morceau de pétale parce qu'elle a l'air d'avoir des sortes de dents. Donc tu peux éventuellement récupérer les dents plus tard. Myriam, elle va D'accord. en reconstituer un en paillé, en fait, ou en cire dans son cabinet. Non, Ah, c'est ça. je prévoyais d'en faire de magnifiques boucles d'oreilles, enfin. Ouais, vous Bien avez sûr, refusé de les emporter tout à l'heure sous le conseil de Monsieur Lagos, mais là vous prenez toutes les pièces sur place. Oui, en fait, vous souhaitez juste avoir tous les échantillons pour vous, Myriam. Non, pas du tout. C'est un échantillon. Après tout, vous pouvez vous servir aussi. Non, non, ça va aller. C'est vrai ça. Et je veux aussi pouvoir pour en récupérer. Bah, Quitte à m'occuper du coup- et être inquiet, autant faire de l'argent. D'accord. Donc, dans ce cas, je vais prendre un petit morceau, une dent, quelque chose, en tout cas, de la bestiole, qui risque pas de pourrir dans mon sac. Alors là, du coup, tu t'approches pour aller couper un morceau de la tentacule, et là, tu sens qu'il y a une sorte de pulsation comme une sorte de pouls. Est-ce que tu veux continuer l'opération et couper un morceau? Oui. D'accord. Tu coupes un morceau. Tu prends, Rapidement. Et ensuite, Yes. je m'éloigne. tu prends un morceau de pétale et tu emmènes quelques dents avec toi. Tu les prends, tu les mets dans ta poche, la poche de ton manteau, faute de mieux. Donc, pour l'instant, tu fais ça. René, tu veux également le faire? Je vais voir je vais pas les mettre dans mon beau manteau en fourrure. Et je vais récupérer une sacoche par terre si j'en trouve une ou autre. Si j'en trouve pas, tant pis. Je vais récupérer aussi une dent, tiens. D'accord. Toi, tu récupères juste une dent. Une dent, ouais. Ok. Une unique. Un petit souvenir. Tu prends également une dent. Donc là, Janet, elle est un peu en panique. Elle dit bon, faut absolument qu'on se tire d'ici. Il faut qu'on retourne en Nouvelle-Zélande. On a assez de carburant pour aller là-bas. On monte dans l'avion et on se casse d'ici. Eh bien, allons-y. Non, 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 attendez. On avait dit qu'on essaierait de trouver l'autre statuette et aller au Mont Erebus. Alors Faut t'as absolument Janet qu'on y aille. qui font ses sourcils et elle se demande mais attendez, quelle statuette, c'est quoi ces histoires? Ça, c'est un arrangement qu'on a. Ça nous regarde. Euh, mais le fait est qu'on ne peut pas partir tout de suite. Il faut qu'on passe par le Mont Erebus. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Cet arrangement, je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous sauver le monde, Janet? Non, je veux sauver ma peau, monsieur Lagos. Le problème, c'est que si vous ne sauvez pas le monde, vous ne pourrez pas sauver votre peau après et vous faire 250 $ en plus. Cash. Mais pourquoi 250 dollars? Écoutez, juste, vous savez quoi? Aidez-moi à monter un des spécimens dans l'avion. Et là, on aura 1000 dollars de sûr. Au moins Ils un. ne tiendront pas, Janet. Regardez, il est tout mou déjà. Et je donne un coup de pied dedans, quitte à perforer le truc. Ça ne survivra pas. Ils sont à peine sortis de la cave. Par contre, dans le Mont Erebus, il y a une statuette qui nous intéresse énormément et qui permettra potentiellement de protéger le monde. Si vous voulez, vous nous attendez au bas dans l'appareil et on s'occupe de récupérer la statuette. Mais une statuette pour protéger le monde, vous êtes complètement lunatique. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Nous avons vu des gens qui ont volé la peau, mais... Arthur, essayez de la convaincre, vous. Est-ce qu'il y a moyen que j'aille... Bon, je vais faire l'enculé, hein, c'est pas grave. Je vais aller vers William J. Sheffield. Et je vais dire, t'as toujours l'arme sur toi? Oui. Pourquoi? Bon, je pense qu'il faudrait s'en servir pour la convaincre. Ah, donc c'est ça vos Ça, arguments? Écoutez, elle a pas l'air de vouloir nous écouter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Toutes ces histoires là, vont la rendre folle, donc moi je vois que ça. Au moins elle serait obligée de nous suivre. Je sais que c'est un peu rude, mais est-ce que ce serait pas un peu la seule solution pour couper court à toutes ces discussions? C'est aussi le meilleur moyen de finir ici tout seul. On sait.
J'en suis quasiment sûr. Écoutez, Janet, quand on était au camp, au niveau des dortoirs et tout ça, euh, comment il s'appelait d'ailleurs? Stuart nous a expliqué que potentiellement on pourrait tirer une belle somme de ces statuettes. Et on est quasiment sûr qu'il y en a une au Mont Erebus. C'est le seul, comment dire, c'est le seul truc qui nous permettra de vraiment ramener un beau pactole quand on reviendra. Que ce soit pour sauver le monde ou pas, clairement, ça rapportera bien plus que les cadavres de plantes là qu'il y a ici. Et ça prendra bien moins de place. Alors, là, tu essaies clairement de lui mentir en lui disant que Stuart avait parlé de ses statuettes. Oui. Fais un test d'apparence. Ok. T'as combien en apparence en plus? Alors, attends, laisse-moi Beaucoup. voir. T'as pas de ouf, hein. Non, mais je suis le seul à avoir les arguments, faut croire. Donc, Ah, si, t'as quand même 10 en apparence, donc ça peut se jouer, hein. Ah. Ça peut se jouer. allez, je tente. Alors, ça fait combien? 11. Et là, ça ne passe pas. Elle dit, non mais écoutez, entre aller prendre un risque pour aller au Mont Erebus et tout simplement prendre les spécimens ils sont là, ils sont devant l'hélicoptère. Et en plus, là, il y a le guide Saint-Lay qui commence à se relever, là, qu'est-ce qu'il doit... Et là, en fait, tu vois effectivement le cadavre qui commence à... Enfin, pardon. Que Guide Saint-Lake, en fait, commence à se... Petit lapsus. Que Guide Saint-Lake, en fait, commence à se relever. Du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Là, il est en train de tenir sur ses deux jambes, vous voyez sa silhouette de dos, et il a l'air de chercher quelque chose. Janet, le guide Soleil qui est censé être mort. Bah, manifestement, Avoir non, là, le temps de monter. il se relève. On doit partir maintenant pour le mont Erebus. Bon, Il n'y écoutez, a pas de temps. on n'a pas le temps, on va voir ça. Venez dans l'avion, je vais préparer pour le décollage, mais on rentre en Nouvelle-Zélande, moi je reste pas ici une seconde de plus. J'attrape Janet par les épaules. Je lui dis, est-ce que vous avez des gens que vous aimez, Janet? De la famille, des stars de cinéma, j'en sais rien. Bah. Des chanteurs, des chansons. Oui, bien sûr, et je compte bien les retrouver en rentrant chez moi. Et si on ne passe pas par le mont Erebus, ils mourront tous. Mais comment ça, ils mourront? Ils vont mourir comment? Pourquoi? Je comprends Parce pas, vous qu'une me faites prophétie peur. ancienne et indescriptible va se faire dans le monde Erebus, sinon ne récupérons pas cette statuette, Janet, s'il vous plaît. Fais-moi un, Par tous les dieux. Écoutez-moi. fais un test d'apparence, Raymond. Je dois faire 18. Oh non, elle dit mais vous êtes complètement dément, René. Mais non, mais c'est Saint James qui est dément. Et je le pointe du doigt en train de tituber vers nous là. Alors là, effectivement, vous voyez le guide Saint-Lay qui se retourne et il dit ah, s'il vous plaît, j'ai besoin de soins, emmenez-moi à l'hôpital, vite. Et là, il y a Janet qui dit mais bah il reste encore des places dans l'avion et puis de toute façon ils veulent pas prendre les spécimens, mais venez, on va vous ramener. Il est contagieux. Mais contagieux Sûrement de... pas. Contagieux de quoi? Il est malade. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est une maladie qui peut se répandre. Il faut absolument pas qu'il monte avec nous. Mais on va pas le laisser ici. Bien sûr que si. On n'a pas le choix, en fait. Et si on le prend avec nous, on va tous mourir. Mais écoutez, je comprends pas ce qui se passe. Vous me dites que on va mourir si on prend Guide Saint-Lake qui est là visiblement en train de tituber, en train de mourir. Je vous dis qu'il faut qu'on aille en Nouvelle-Zélande pour essayer de prévenir les autorités, qu'on se mette en sécurité. Vous me dites qu'il faut qu'on passe par le mont Erebus parce qu'il y a une statuette qui est liée à une espèce de prophétie. Écoutez, je suis complètement, je suis complètement perdu. Écoutez, c'est trop ouais, long écoutez. à expliquer. On n'a pas trop le choix. Écoutez, Il Janet. faut qu'on parte maintenant pour récupérer la statuette, parce que de toute façon, ce qui est en train de se propager ici va se propager jusqu'en Nouvelle-Zélande, qu'on le veuille ou non. Le seul moyen d'empêcher ça, c'est d'aller au mont Erebus et de récupérer la statuette. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais on n'a pas le temps de vous expliquer, on n'a pas une seconde à perdre. Et elle dit bon bah écoutez, montez dans l'avion et je vais y réfléchir le temps qu'on décolle. Donc là, elle se met dans le cockpit de son avion. Vous vous installez. Il y a à peu près, si on se sert, qu'on compte un peu les soutes, il y a une dizaine de places en tout dans l'avion. Et là, il y a quand même le guide Salah qui dit mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous partez? Emmenez-moi avec vous, vous avez encore de la place.
Je ferme la porte de l'avion. Alors, On du la coup- maintient fermée. Du coup, il tambourine sur la porte pour Personne. vous dire mais qu'est-ce que vous faites vous allez pas m'abandonner ici, vous allez m'abandonner avec tous les cadavres derrière, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous qui les avez tués. Et, il commence à tambouriner sur la porte. Janet fait décoller, enfin, elle met en branle l'avion. Et là, vous voyez Sarlake qui, en fait, essaie de trouver un moyen de rentrer à l'intérieur. Je vais juste dire non mais vous inquiétez pas, on va vous rechercher après. Pour lui mentir à mort. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes encore en vie, on vient vous chercher. Fait un test d'apparence avec un malus. Avec un malus. Avec un malus, parce que bon, là, clairement, vous êtes mis dans l'avion, vous avez fermé la porte, lui il t'embrouille, il dit vous avez de la place, et là vous dites non, mais t'inquiète, on vient te rechercher. Il y croit moyen, quoi. Alors. Ah merde, Ouais, c'est merde, passé. attends, c'est quoi le résultat? 1. Oh, Qu'est-ce que passé? 1, réussite critique. Bah du coup, il dit, ça le calme, et il se dit, bon d'accord, je vais attendre ici alors, je vais vous attendre ici, mais vous allez revenir, hein? Oui, bien sûr. Non mais vous inquiétez pas. De toute façon, là, on vous laisse le temps un peu de digérer tout ça. On va faire ce qu'on a à faire. On revient vous chercher. Vous inquiétez pas. Mais mettez-vous au chaud et de toute façon, on repassera par là. Et dès que vous entendez l'avion passer, vous montrez-vous qu'on puisse bien vous voir. Bon, d'accord. D'accord, je vais faire attention à tout ça alors et je vais essayer de me rendre visible. Je vais faire ça. Donc là, le guide Sir Lake s'éloigne de l'avion et Janet arrive à décoller. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de voler en direction du mont Erebus. Vous voyez aucune trace des étudiants en survolant, même en passant au-dessus des plaines enneigées sur lesquelles vous étiez sur la côte antarctique. Vous arrivez donc près du mont. Et lorsque vous voyez le cratère de celui-ci, vous découvrez une cité bâtie à l'intérieur. Comme si il y avait une cité en fait qui était cachée dans le cratère d'un vieux volcan qui avait été caché des yeux du monde pendant des siècles en fait. Quelque chose qui est resté complètement vierge des influences humaines. Donc là-dessus, vous trouvez un sol suffisamment plat pour atterrir et vous vous mettez à l'intérieur du cratère. Donc là, vous voyez tout autour de vous cette espèce d'immense cité cyclopéenne, avec des bâtiments qui ont des formes qui ne ressemblent pas du tout à ce que vous avez pu voir dans d'autres pays, où ça n'a pas du tout la forme des buildings que vous avez à Boston ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'étrange et vous ne voyez absolument aucune civilisation humaine qui peut ressembler à celle-ci. Elle est vraiment purement... pittoresque. J'ai pas de mots. C'est une cité qui échappe à cosy. Ça échappe à ce que vous avez vu d'habitude. C'est Feng Shui. C'est J'ai cosy. déjà vu ce genre d'architecture en Amazonie. C'est vrai. Et quelle civilisation a pu... Je n'en sais rien. J'en ai Ah, vous l'avez peut-être juste déjà vu croisé. comme ça. Et quelqu'un d'autre a une idée de ce que ça peut... ce que ça pourrait être? Attends, c'est-à-dire que c'est pas humain déjà. Mais bon. Mes cours d'histoire remontent un peu. Donc là, du coup, Janet se pose sur le mont Erebus, sort de l'avion, et elle vous dit, bon là, j'ai assez de carburant pour aller ensuite en Nouvelle-Zélande. Je sais pas ce que vous voulez faire par ici, mais est-ce que vous voulez que je vous accompagne ou est-ce que vous préférez que je reste près de l'avion? Vous pouvez rester près de l'avion. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être plus nombreux que ça. Et il faudrait que quelqu'un surveille l'avion, je pense. D'accord. Bah dans ce Ouais, cas, bien je vais rester à côté. Donc là, vous avez accès donc désormais au reste de la cité. Et en vous baladant dans celle-ci, vous découvrez donc toutes ces architectures cyclopéennes et silencieuses. Vous voyez en fait des sortes de tubes hexagonaux inclinés dans votre direction. Et vous avez l'intuition que c'était des sortes d'habitations. Comme si c'était des espèces de nids d'abeilles.
Donc ces rangements alvéolés comme ça, ça vous fait penser un peu à des nids pour des créatures volantes. En traversant cette ville, vous découvrez au centre une immense tour. Et à l'intérieur, il semble y avoir une sorte de rampe en colimaçon qui monte jusqu'à un étage. C'est pas le dernier étage parce que le haut de la tour semble s'être effondré. Le haut de la tour est détruit. Mais en tout cas, l'escalier en colimaçon monte jusque quelque part. Peut-être que vous pourriez avoir une meilleure vue d'ici. Donc vous grimpez. Et là, vous vous retrouvez donc tout là-haut. Et il y a une sorte de télescope qui se trouve là-haut. Vous voyez également des pieux. Ça ressemble à c'est à peu près la taille d'un manche à balai, mais qui sont enfoncés dans les différentes parties de la tour. Vous voyez ces éléments qui sont étranges, avec l'espèce de gros télescope qui se retrouve au milieu de la dernière pièce. C'est ça ressemble à un télescope, mais ça ne semble pas être tout à fait ça. Et ça a l'air un peu organique. Vous sauriez pas exactement comment le décrire, mais il y a quelque chose de où c'est une technologie extrêmement avancée qui appartient à un autre temps, ou alors c'est peut-être tout simplement une autre créature. Est-ce que je peux essayer de le peindre? Enfin, de le dessiner plutôt. Tu peux essayer de le dessiner. Donc là, il faut imaginer que ça ressemble à un espèce de télescope un peu organique. Donc bon courage pour trouver un dessin qui ressemble à ça. Je vais essayer. Je vais voir pour récupérer un de ces manches à balai fixés, si je peux pas en détacher un comme souvenir. Alors, Écoutez, pourquoi tout le monde me regarde ainsi? Myriam récupère des morceaux de cadavres à tout va, et moi, ça y est, je récupère un morceau de roche et tout le monde me regarde mal? C'est quoi ça? Excusez-moi de vous le dire, mais ils sont bizarres vos souvenirs. Et pourquoi vous ne le dites pas à Myriam? Elle qui se Non. balade avec suffisamment de cadavres pour ouvrir une morgue dans ses poches. Bah, ah oui. Oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai. Je tiens un magasin de curiosité, c'est un peu le but, non? Bah, ces choses-là là, qui dépassent du mur, c'est des curiosités aussi. Vous voulez que je vous en arrache un? Non. Tant pis, ça sera pour moi. Juste un pieu, non, pas de grande utilité. Si vous le dites. À la limite, comme arme, on pourra s'en servir, mais c'est tout. Bon, au moins on aura ça. Je vais pour tenter d'arracher un des pieux du sol. ok. Alors ils sont plantés du coup dans les murs de la tour que vous venez d'escalader. Je dis escalader parce que bon, les rampes par lesquelles vous êtes passé a priori n'étaient pas véritablement des escaliers, c'était un peu laborieux, mais vous avez quand même réussi à arriver là-haut. Et notamment vous êtes dans des pieux. Et là, tu essayes de détacher l'un d'eux. C'est un pur test de force. Je vais peut-être avoir besoin de vous, mon très cher Arthur. Ok, je dois faire 5 ou moins. 8. Aïe. Bon, le pieu est Ah. très solidement enfoncé dans le mur. En tirant dessus, tu n'arrives pas à le retirer. Tu n'y arrives pas. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense que je peux y arriver. Est-ce que je peux aller l'aider? Vous n'êtes pas obligé, Arthur. Mais merci beaucoup si vous souhaitez m'aider. Je peux faire ça? Tu peux l'aider, ouais. Test de force également. Je vais aller vers lui, je lui fais... Allons, monsieur Lagos, laissez-moi faire. Après vous, monsieur Phillips. Il va Morgane, refaire le avec coup de la sept tablette. de force. Attends, si ça passe... Et non. Et non. Il manque de tomber dans le vide. Hélas, tu n'arrives pas du tout à le retirer et en fait, tu sens que effectivement, t'as fait un peu de casser la gueule. Tes mains sont un peu esquintées en essayant de le retirer. C'est assez étrange parce que ça a l'air d'être un croisement entre du métal et de la pierre. Donc ça, vous ne sauriez pas vraiment dire si c'est plus l'un ou l'autre. C'est assez étrange. Myriam, donc là, tu as une vision qui te rappelle une sensation que tu as déjà eue lorsque tu étais dans ta chambre en train d'étudier les bouquins très anciens que tu avais recherchés, les fameux tomes du Kitab al-Azif que tu avais lu. T'as un peu la même sensation que lorsque tu les lisais, mais que cette fois-ci, ça provient de l'espèce de télescope. Comme s'il y avait quelque chose qui t'observait depuis cet endroit.
je m'approche pour examiner le télescope. Alors, en l'examinant, donc tu vois qu'il y a une espèce d'œillère dans lequel tu es censé mettre ton œil du coup pour regarder, et que tout le reste est conçu comme une espèce de canon qui regarde en fait en direction des étoiles. Bah, je regarde. Ok. Je sens que c'est une mauvaise idée, mais j'y vais quand même, je veux savoir. Tu regardes à l'intérieur, du coup tu mets ton visage dans l'œillère, et là tu vois quelque chose de très difficile à percevoir. C'est comme une espèce de tout petit point rouge qui est situé tout au fond du télescope, et tu sens qu'il est en train de s'agrandir. C'est quelque chose qui est en train de se rapprocher. C'est quelque chose qui est au loin ou c'est vraiment dans le télescope? C'est quelque chose qui est au loin, mais tu as la sensation que quelque chose se rapproche de toi aussi lorsque tu regardes à l'intérieur. Ok. En restant, Continue de regarder. devant le télescope, tu vois que l'espèce de forme rouge qui s'agrandit est désormais en train de se dessiner et de prendre forme. Tu vois une espèce de dôme dans lequel il y a une ville qui est construite sur un concept assez étrange. C'est comme si un architecte fou avait conçu une ville sur une horloge, et la ville était perpétuellement en mouvement, et qui avait en fait une civilisation qui vivait à l'intérieur de cette horloge, dans une espèce d'immense dôme, comme une espèce de bulle protégée. Est-ce que tu veux continuer à regarder? Ouais. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que on met ton point de vue en pause pour l'instant. Je vais t'expliquer exactement ce que tu vois. Mais là, de votre côté, les gars, Myriam a été attirée par le télescope, a commencé à regarder à l'intérieur. Et vous, en fait, ce que vous voyez, c'est que le télescope, il y a des espèces de griffes qui étaient sur le côté, qui l'ont agrippé en fait les coins de la tête. Donc elle se fait agripper par les oreilles, et là elle est en train de hurler de douleur. Vous entendez un son de perceuse en fait qui émane de la machine, et le personnage de Myriam qui est en train de hurler d'effroi et de douleur. Toi, ce que tu vois, Myriam, c'est que tu commences à rentrer en fait dans cette ville, et là t'es dans la ville, t'es en train de marcher avec des créatures qui ont une espèce de forme de cône, des petits bras qui ressemblent à des petites pinces. Ils sont très très grands. Ils font 4 ou 5 mètres, de haut. Et une de ces créatures se rapproche de toi. Et il te dit bienvenue. Ça faisait très longtemps que nous n'avions pas eu de visiteurs, bien que le temps soit une valeur assez relative. Bienvenue. Vous êtes sur notre plan d'existentiel. Nous faisons partie de la grande race des Ys. Et nous vivons cachés ici parce que voilà, nous avons perdu notre civilisation il y a très longtemps, et cette bulle, c'était le seul moyen pour nous de continuer à survivre. Donc nous existons quelque part sur un plan immatériel, et nous faisons des échanges avec d'autres espèces pour en fait leur permettre d'avoir des informations. Nous collectons des informations auprès des autres formes d'intelligence, et en échange, nous vous permettons de passer un séjour ici chez nous pour collecter des informations aussi longtemps que vous le souhaitez. Chaque minute que vous passerez ici sera beaucoup plus longue que ce que vous pourrez avoir dans votre monde réel. Par exemple, une seconde dans votre monde équivaut à 10 ans ici. Donc c'est-à-dire que là, si vous nous quittez, c'est comme si le temps ne s'était pas du tout écoulé chez vous. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous, explorer les bibliothèques, étudier tout le temps que vous souhaitez, et ensuite revenir dans votre monde. Et ce qui se passera, c'est qu'à votre retour, dans votre sommeil, nous prendrons le contrôle de votre corps, et nous permettrons en fait d'explorer le monde pendant votre phase de repos. Si cela vous convient. Quoi? Il y a trop d'infos là. Je peux réfléchir? Vous avez toute la vie pour réfléchir. Enfin, toute la vie. Encore une fois, c'est relatif. Le temps ici ne s'écoule pas du tout de la même manière. Vous pouvez rester
Vous pourrez rester 10 ans ici, il s'écoulera que quelques secondes chez vous. Donc c'est comme vous le souhaitez. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour réfléchir. C'est pas le problème du temps, c'est le problème de contrôler mon corps pendant que je dors qui me pose problème. Ah, mais si vous n'êtes pas en accord avec ça, nous pourrions le comprendre, mais nous ne pouvons pas procéder sans faire cet échange d'informations. Vous pouvez collecter toutes les informations que vous voulez dans nos bibliothèques. Nous avons un savoir qui est assez immense et qui s'est étendu sur plusieurs existences d'univers. Mais si vous ne souhaitez pas faire cet échange, nous comprendrons parfaitement et nous pouvons vous guider pour retourner dans votre monde d'origine. Excusez-moi, merde. on vous entend plus. C'est quoi l'intérêt de prendre mon corps pour Nous se balader dans mon monde? Nous pourrons avoir des informations sur votre monde, étudier un peu les autres espèces, voir l'atmosphère, la gravité, l'histoire également. J'imagine que vous avez également accès à des bibliothèques dans votre univers, que vous avez également des formes de savoir. Parce que peut-être que nous nous baladerons pas forcément pour aller explorer le monde pendant votre sommeil, on n'aura pas forcément ce luxe, on sait qu'on n'a pas forcément tous les mêmes métabolismes, mais peut-être qu'on pourrait tout simplement en profiter pour lire des livres. Si vous venez ici pour lire des livres, c'est tout simplement ce qu'on peut également faire dans votre monde. C'est très intéressant, mais là, tout de suite, c'est pas possible. Ah, pourquoi cela ? J'ai mon équipe qui a besoin de moi, je peux pas m'absenter pendant même quelques heures. Si vous prenez la... Ah, donc... non. Si je comprends bien, c'est uniquement quand je dors chez moi, par exemple, Oui, bien sûr. qu'ils prennent... D'accord, c'est pas tout de suite là, si je reste, Non. qu'ils prennent le contrôle. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Ok, deal. Ouais. Ça va, ça Ok. me va. Ça marche. Et bah écoutez, dans ce cas, si vous acceptez, nous on vous donne un accès illimité à nos bibliothèques. Alors on prétend pas strictement tout savoir, mais un bon pourcentage des connaissances de l'univers sont tout de même stockées ici, et nous essayons de faire en sorte à compléter justement ces archives. Mais en tout cas, vous y aurez accès. Je vous laisse réfléchir à toutes les questions que vous avez, et ensuite on vous redirigera vers les bibliothèques en conséquence. Et si de temps en temps vous avez besoin de vous renseigner auprès de ces bibliothèques, c'est possible pendant vos phases de sommeil. Cool. Donc voilà, on va terminer le tour de Myriam, je te laisse réfléchir si tu as quelques questions. Donc là, on revient dans, dans le monde réel. Donc là, vous voyez en fait le personnage de Myriam qui a été agrippé par le télescope et qui est en train de hurler de douleur, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Foncer vers elle pour essayer de la retirer de là, pour la retirer du télescope. Essayer Ok. de retirer déjà les... C'est pas ce elle que est ça fait. agrippée par- On pourrait l'endommager encore plus. Endommager qui? Le télescope ou Myriam? Faut la sauver de là, monsieur Sheffield. Ah oui, on pourrait la Elle est laisser en train comme de ça. hurler à la mort. Mais comment vous voulez qu'on la retire de ce truc? Vous avez vu la taille des griffes? Mais j'en sais rien, mais peut-être en tirant sur les griffes, comme des doigts, non? Les griffes, elles rejoignent quasiment sa nuque. Mais On risque de faire plus de dégâts que l'inverse. vous voulez essayer de retirer les griffes? En vrai, par réflexe, j'aurais dit ouais. Ok. Fais un Moi, je test suis de pas force d'accord. pour essayer de retirer les griffes. Des griffes, pas osé de... C'est moi qui le fais du coup, c'est... René. René, tu veux y aller aussi? Ah non, moi j'ose pas en fait. Tu sais, c'est comme quand Bah. tu dois régler un problème et que t'oses pas toucher un truc, tu sais, tu tournes autour. J'ose pas toucher ce qu'a dit Sheffield parce qu'effectivement, on sait pas ce qui pourrait arriver. En vrai, ouais, moi là-dessus, par réflexe, j'aurais fait ça, ouais. J'aurais essayé de les retirer. Ok, vas-y, fais un test de force alors. Cupide, mais pleutre. Petite phrase là. Ok, Oh putain. donc là, ce qui se passe, c'est que tu arrives à défaire les griffes autour de la tête de Myriam. Et là, tu sens que, si tu veux, il te reste plus qu'à la tirer, en fait, pour que simplement elle sorte du télescope. Seulement, elle tient encore, en fait, face au télescope. Alors là, tu sais, ça te semble un peu étrange, parce que c'est comme si elle gardait sa tête volontairement dans le télescope. Et tu te dis, c'est un peu étrange. Du coup, tu regardes et tu essaies de regarder de l'interstice. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a une aiguille qui traverse le télescope et qui est rentrée, en fait, à travers l'œil de Myriam. Et en fait, elle tient probablement, notamment à cause de cette aiguille, et peut-être qu'elle est tétanisée, que le corps ne tombe pas et reste devant le télescope, en fait.
Ouais, moi je la sors de là. Je la retire quand même. Tu la Parce que retires du quand coup, en même. fait, c'est pas le corps de Myriam qui est volontairement resté dessus. En fait, c'est l'aiguille qui est rentrée dans son œil qui la grippe, en fait, ça. En tout cas, c'est comme si elle avait l'aiguille dans l'œil et que le corps restait tétanisé devant pour pas se blesser en fait. Ah. Mais- Ah ouais, je sais pas. Je vais rester. Je suis. Ouais, je Ne touchez suis. plus à Je sais pas rien, trop je quoi pense faire. qu'on va faire plus de dégâts que l'inverse. Vous me conseillez de rien faire? Vous voyez comment elle crie, elle souffre. Je sais bien, mais là tant qu'on... Je demande seulement qu'on réfléchisse et qu'on n'essaye pas de réagir trop rapidement. Là, on sait pas par quoi elle est retenue, et on risque de faire plus de dégâts que l'inverse si on essaye de forcer la machine. Clairement, on n'est pas assez intelligent pour cette machine. Donc il faut qu'on essaye de comprendre comment elle fonctionne avant de faire quoi que ce soit, à mon avis. Peut-être qu'on peut Je vais, débrancher cette machine. Non? La débrancher. Oui. Mais enfin, mais c'est pas une perceuse ordinaire. Il y a Mais pas je de n'en prise, pas de truc. Mais j'en sais rien, mais les solutions les plus simples sont peut-être les meilleures. Et je vais regarder s'il n'y a pas une prise ou un truc d'un genre pour débrancher. Ou un bouton, Est-ce un truc que je mon- pourrais tirer. Est-ce que mon dessin m'apprend quelque chose ou pas? Alors, ouais, excuse-moi, je n'ai pas vu ton dessin. T'inquiète. Hop. Alors, où est-ce que je peux le voir? Chac, chac, Là, chac. avec Je l'ai mis dans la conve. Ouais. Voyons Oh la vache. voir. Est-ce que tu nous as envoyé? Je sais pas si je pourrais le partager par contre. Alors attends. Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on a une technologie pour partager tout ça? Non, nous sommes en 1920. Oh! Oh! Et en vrai, c'est pas mal. Alors attendez, est-ce que vous le voyez également dans le chat? Vous me direz si vous le voyez. Oui, bon, je pense qu'on le voit un tout petit peu. Et ben, en vrai, waouh, c'est super accurate. Ok, très bien. Mais attends, c'est le. C'est le Space Jockey de franchement. Alien! Franchement, Non, très bien, très bien. Effectivement, c'est nickel. Ok, bon bah là, je pense qu'on connaît le. Maintenant, c'est Giger qui a fait ça ou c'est. Bah oui. Ah, c'est pas l'original. Ah, d'accord. C'est un sketch qui a été refait. D'accord. Mais du coup, l'original, effectivement, c'est de Giger. Le design est de Giger, mais du coup, le sketch en question, c'est Eta 13. Ok, nickel. Bah écoute, c'est valide. Et là, en fait, ce que tu comprends en fait en regardant ce dessin, c'est qu'il s'agit d'une technologie extrêmement ancienne qui appartient à la même civilisation que on va les appeler les anciennes choses. C'est ça? Ouais, voilà, ça appartient en fait aux anciennes choses que vous avez croisées dans les cavernes. Et tu as la certitude qu'il s'agit de la même civilisation, que c'est à eux que ça appartient. Mais en l'exploitant, tu vois que c'est pas du tout une machine de torture ou quoi que ce soit, mais que c'est au contraire plus un peu. Enfin, le design parle un peu de lui-même, mais pour explorer en fait d'autres mondes. Et c'est grâce à cette technologie que pardon, les anciennes choses arrivaient en fait à acquérir des informations. Ok, donc, est-ce que j'arrive un peu à comprendre son fonctionnement? Est-ce qu'il y a des choses qui me laissent comprendre un petit peu des façons d'interagir avec, même si c'est en prenant en compte Ah! l'anatomie des choses anciennes? Oui, bah en fait, là, disons que normalement, les choses anciennes utilisaient cette machine avec un autre organe de vision, mais là, a priori, tel que Myriam l'utilise, c'est comme ça que c'est censé être utilisé. Seulement, là, ce que tu penses, c'est que la réaction qu'elle a, c'est simplement un choc parce que normalement, elle est pas censée pouvoir utiliser ce genre de machine, c'est pas conçu pour son espèce. Donc tu penses qu'elle subit un choc, mais qu'elle utilise quand même la machine correctement. Ok. Donc, on va revenir du point de vue de Myriam. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce temps de réflexion là, Myriam, elle a passé des siècles en fait dans dans la machine dans le monde des Ys. Donc en fait, elle a récupéré plein d'informations. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque tu seras déconnecté, Myriam, tu auras
un espèce de choc, tu seras en état de choc, et tu pourras pas pleinement comprendre toutes ces informations. Ça se passerait un peu comme si tu te réveillais d'un rêve, et que tu n'arrivais pas à te rappeler de tout ce que tu avais vécu dans ce rêve. C'est un peu ce que ça va te faire. Donc en fait, tu vas accumuler des tonnes et des tonnes d'informations, sauf que ça te reviendra un peu au fil des jours et des nuits, et tu auras en fait des occurrences pour faire ressurgir un peu ces informations que tu as eues pendant cette période chez les Ys. Donc là, tu as le temps de consulter les bibliothèques. Quelles sont les questions sur lesquelles tu veux trouver des réponses immédiates? Ma première question, ce serait de savoir quelle est l'utilité des 4 bouquins quand ils sont réunis ensemble. Du Ah. Cultis Maleficarum. Du Cultis Maleficarum. Alors là, du coup, ce qu'il t'explique, c'est que les 4 bouquins, les 4 éditions du Kital Abasif, une fois réunis, ça donne en fait ce qu'on connaît sous le nom du Necronomicon, qui est un bouquin qui est censé être extrêmement rare, parce que dans les œuvres de Lovecraft, t'en entends strictement parler tout le temps, et tu te dis, bon bah en fait, tout le monde y a touché, hein, ça c'est ce bouquin. Mais normalement, il est censé être très très rare, et il contient des informations sur les autres plans d'existence, donc que ce soit les dieux, les autres créatures qui existent, ou peut-être les autres formes de civilisation extraterrestre qui peuvent exister. Le problème, c'est que comme ça a été écrit par un ancien érudit, c'est très difficile de le trouver, et tout le monde pensait qu'il était fou, l'écrivain, donc Abdul Al-Azred, si je me trompe pas. Abdul Al-Azred, tout le monde pensait qu'il était fou parce que il sortait ce savoir de on ne sait où, mais ce que tu supposes, ça c'est qu'une supposition de ta part, mais c'est que la personne qui a écrit le Necronomicon, donc le bouquin que tu as une fois qu'on réunit les 4 tomes, que celui qui l'a écrit aurait potentiellement vu la même machine que tu es en train de voir là. Et c'est comme ça qu'il aurait eu également les informations pour compléter le Necronomicon. D'accord, mais en fait, donc le Necronomicon, il sert juste à expliquer qu'il y a d'autres plans, mais est-ce qu'il y a une vraie utilité à tous les avoir, à part le fait de dire que oui, il y a d'autres plans Est-ce que ça ouvre quelque chose? Est-ce que ça libère quelque chose? Ah oui, s'il y avait par exemple un procédé pour un rituel, apparemment non. Apparemment non. Ça permet juste de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'univers, mais ça ne va pas donner d'informations précises sur comment exécuter un rituel avec précision. D'accord. Et donc moi, j'avais je sais la localisation du 3e, du 2e bouquin. Le premier, je sais pas. Et le 4e, on sait pas où est-ce qu'il est encore. C'est ça? Ouais, le 4e, personne ne sait où il est. Et là, il n'y a aucun moyen de trouver où est-ce que je peux le trouver. Alors, en soi, eux, ils ont pas les tomes comme vous... En fait, ils ont pas des livres comme vous avez sur Terre. Ils ont leur propre banque de données. Mais a priori, le 4e tome, ce que tu supposes en consultant les bibliothèques, c'est qu'il contient des informations sur les divinités. Et d'après ce que tu vois, en procédant par élimination, tu te dis que ça parle un peu de tous les plans d'existence, mais que le dernier, a priori, il parlerait plutôt des plans divins. Et c'est sur ça, en fait, qu'il va donner des informations. Il peut donner des pistes, en gros, sur quelles sont les différentes divinités qu'il y a dans cet univers. Ok. Et est-ce que je peux avoir comme info aussi sur les créatures qu'on a croisées tout à l'heure? Et la substance couleur beige, là. D'accord, je te donne encore ces 2 informations, ensuite on retournera en jeu, tu te feras extirper. Mais les 2 autres informations, donc les créatures que vous avez, c'est une ancienne civilisation extraterrestre qui était arrivée, et c'est la toute première forme d'intelligence très avancée qu'il y a eu sur la planète Terre. C'est plus ancien que les dinosaures, elle est là depuis extrêmement longtemps, elle a survécu à plusieurs types d'apocalypses. Et d'ailleurs, c'était une espèce qui était en correspondance avec les Ys. D'où le fait qu'ils aient une machine dans l'ensemble de leur ville. C'est la machine qu'ils utilisaient pour récupérer les informations. Ce qu'ils savent dessus, c'est que lorsqu'elle s'est installée sur Terre, elle a toujours été dépendante d'esclaves pour, en gros, créer
leur civilisation, créer leurs édifices et tout ça. Ils ont créé une race artificielle qui s'appelle le Shoggoth, qui est une espèce de créature liquide qui peut se métamorphoser et prendre en fait des formes selon les tâches qu'elle doit exécuter. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, cette forme d'intelligence, le Shoggoth, a fini par se rebeller et se retourner contre les anciennes choses, qui portent un nom incompréhensible, mais on les appelle juste les choses anciennes. Elles se sont retournées contre elles, et elles ont fait tomber leur civilisation. Et en fait, depuis ce jour-là, on n'a plus de nouvelles. Elles étaient en train de se faire attaquer au moment où elles avaient pour la dernière fois pris contact avec les choses anciennes. Ok, d'accord. Au moins j'ai une réponse. Mais les choses qui l'ont tué, enfin qui ont tué les créatures, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Les Shoggoth, Elles se sont endormies. s'il y a des Shoggoth quelque part, vous ne le savez pas. Par contre, la statuette que vous avez trouvée, la statuette qui était dans le casier de Pickford, c'était une statuette qui représentait un Shoggoth. Et enfin, Donc je peux pas demander à quoi servent les statuettes exactement, d'où elles viennent et à quoi elles servent. ah, alors ça, si tu peux le demander, mais tu auras la réponse un peu plus tard. Tu n'auras pas la réponse tout de suite. D'accord. La troisième Ok. réponse que je te donne, c'est le liquide beige. C'est le Shoggoth en lui-même, en fait. Parce que comme il peut prendre plusieurs formes différentes, le liquide beige, en fait, c'est le signe de sa présence, on va dire. Et en grande quantité, ça peut former un Shoggoth. Ok, Donc voilà. c'est bon pour moi. Ensuite, donc là, tu as passé des siècles en compagnie des Ys pour apprendre dans leur bibliothèque. Tu as vraiment eu le temps d'accumuler tout ce savoir. Sauf que là, l'aiguille se rétracte, tu t'effondres sur le sol, comme si tu venais de sortir d'un rêve qui est extrêmement éprouvant, et tu as l'impression de pas tout à fait t'en souvenir. T'es en état de choc. Ce qui se passe, c'est que tu vas pas pouvoir réaliser d'action physique jusqu'à la fin de la partie. Tu pourras pas forcément réaliser d'action de dextérité ou de force. Là, t'es trop tétanisé par ce qui vient de se passer. Et t'as une sensation de très très forte migraine. Donc De toute façon, ça là, tombe bien, je fais jamais de bon jet de toute façon. messieurs, vous voyez Myriam qui s'effondre devant le télescope. Ok, là c'est bon. Là on peut la sortir de là. Ah, bon, bah, allons-y. C'est du passé coup, elle est quoi réveillée. là? Bah, il s'est passé quoi? C'est bien. C'est plutôt à toi de nous le dire. Vous avez mis On votre t'a tête vu dans le juste télescope. faire agripper par cette espèce de machine. Et il y a une aiguille qui est rentrée dans ton œil et c'est tout. T'as hurlé à la mort. Une aiguille? Ah, ça explique cette migraine insupportable. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Vous étiez clairement ailleurs. Là-bas? J'ai pas bougé en fait, je suis restée avec vous, j'étais là tout du long. C'est tout? Vous étiez juste assise là et vous avez rien vu. C'est flou, j'ai des vagues souvenirs d'avoir vu un dôme, des créatures. Je saurais pas vous dire, c'est très très flou et j'ai une migraine insupportable. Elle est en état de choc. C'est- Ouais, je Quelqu'un a des aspirines? Non, malheureusement, non. Peut-être dans la trousse de soins, mais non. On l'a encore d'ailleurs, la trousse de soins ou pas? C'est elle qui l'a d'ailleurs, je crois. Ah oui. Elle a été utilisée Je crois pour. utilisée Ah non, vous l'aviez pas ouais. utilisée pour Non, on l'a aider. pas utilisée. Ouais. Bon, bah. On l'a pas utilisé sur René? Ah si, effectivement, Ah, vous l'aviez si, utilisée oui. sur René. Sur mon bras, oui. Bon. Bah, malheureusement, on n'a rien à lui donner, William, mais. Qu'est-ce qu'on fait? Myriam n'est peut-être pas apte à continuer. On se sépare ou on continue tous ensemble? Le plus On sûr, peut elle se tient pas séparer. longtemps. Hein. Si vous voulez revenir à l'avion, parce que là, on serait venu pour rien. Hein. Désolé. Oui. Si la machine ne nous a rien appris, on n'a toujours pas de statuette. On n'est pas plus avancé. Hein. Peut-être plutôt à Myriam de nous dire comment vous vous sentez. Vous vous sentez capable de continuer? Mais moi je veux continuer, c'est pas une migraine qui va me faire arrêter. Par contre, vous pourrez pas compter sur moi si jamais il y a des choses
à faire des actions ou si jamais il se passe quelque chose en tout cas. Bon, bah, Bon, bah, alors on y continuons. va. Exactement, monsieur Phillips. Schwarzkopf, Morgan, top. Alors sur le chemin, vous trouvez des vêtements qui sont par terre complètement gelés. Il s'agit d'un manteau et qui avec des traces de pas, mais cette fois-ci des pas humains qui sont en direction d'une des cavernes de la cité. Et vous voyez également deux créatures en train de voler dans le ciel qui ont étrangement la forme des choses anciennes que vous avez vues dans la caverne. Donc là, elles volent, elles sont assez loin. Au départ, vous pensiez que c'était des oiseaux. Là, vous êtes sûr qu'il s'agit des choses anciennes. Vous reconnaissez les ailes de chauve-souris. Permet de pas se faire griller, je pense, et de rester discret. Ouais, je suis d'accord. Ils étaient pas censés être morts à la base? Je pense qu'on n'en est plus à ça près, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je vais fouiller le manteau quand même, avant de me cacher. Alors, vous fouillez le manteau, vous ne trouvez rien à l'intérieur, mais il semble que ce soit un manteau qui a récemment été sous l'eau. Donc là, il est pas juste gelé parce qu'il y a eu de la neige qui tombait dessus, il est gelé parce que celui-ci sort de l'eau. Et celui-ci, donc, il est mis à côté des pas qui se dirigent en direction des cavernes et dans laquelle vous avez la grande lure magenta qui sort. Je pense que c'est par là qu'on devrait aller, et que nous avons retrouvé la trace de nos étudiants. Ouais, je suis assez d'accord. Allons-y. Allons-y, hein. Attendez, niveau munitions pour le pistolet, nous sommes à combien de balles? 3, je crois. De mémoire, hein. Il nous reste que 3 cartouches? Bah ouais, j'ai dû bombarder Oui, c'est vrai. avec une Stamper. C'est vrai. Encore merci pour Stamper d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier correctement, mais quand on serait de retour en Nouvelle-Zélande après avoir sauvé le monde. Bon. Allons-y. Donc là, vous entrez dans un espèce de tunnel dont l'entrée est à une circonférence de 15 mètres de diamètre à peu près. Vous y pénétrez et vous découvrez une immense salle avec des sortes de balconnets. Il vous faut quelques secondes pour comprendre que les murs de cette pièce sont en réalité des milliers de tubes hexagonaux comme ce que vous avez vu à l'extérieur. Mais là, vous avez les mêmes, cette fois-ci dans un environnement intérieur. Donc comme une ruche d'abeilles. Et vous entendez d'un côté des râles féminins qui sont d'un côté du couloir. Donc à votre droite et à votre gauche, vous voyez qu'il y a une espèce de salle qui est plongée dans l'obscurité. Donc, à gauche, il y a la salle plongée dans l'obscurité. À droite, il y a des cris, il y a des râles d'une femme. Ouais. Et tout droit, il y a quoi? Tout droit, en fait, vous avez juste une espèce de grand hall. Alors, il n'y a rien spécifiquement au milieu, mais c'est juste, il y a plein de tubes hexagonaux, comme ce que vous avez déjà vu à l'extérieur, en fait. Mais ça, potentiellement, ça doit être l'équivalent de pièces, de salles, pour les créatures, les choses très anciennes. J'ai tendance à dire qu'il faudrait qu'on se sépare pour couvrir les deux pièces en même temps. D'accord, mais vous voulez aller où, vous? La pièce sombre, moi ça me va. Ok. Vu que vous êtes armé, je viens avec vous. Eh bien, d'accord, monsieur Phillips et monsieur Sheffield. Nous allons, avec Myriam, voir le râle de femme dans ces cas-là, je comprends. En D'accord. sachant que je suis inutile, c'est quand même une très mauvaise idée de se séparer, hein. Non, je pense que c'est mieux de prendre Myriam avec vous, vu que vous êtes armé. Avec Monsieur René Lagos, on va s'en sortir, je pense. Oui, vous et moi formons une terrible équipe, monsieur Phillips. Je pense que nous pouvons survivre à absolument tout ce qui pourrait nous envoyer, n'est-ce pas? Oui. Ayez confiance en notre expédition, nous avons survécu jusque-là, je crois. Très bien, donc Arthur et René, Oui. vous prenez le chemin qui est à droite, là où il y avait donc les râles d'une femme que vous entendiez. Vous avancez dans le couloir, je fais d'abord votre partie, ensuite on passe sur celle de William et Myriam. Mais vous passez par un long couloir, et vous voyez que celui-ci peut aller vraiment
très très loin. Alors les couloirs, ils sont pas droits comme ce que vous pourriez avoir dans les bâtiments humains, entre guillemets. Là, c'est un couloir qui est circulaire. Donc a priori, c'est plus fait pour des choses qui volent plutôt que des choses qui marchent. Mais vous progressez dans celui-ci, et vous voyez que vous pouvez continuer encore très très loin si vous le souhaitez, mais vous entendez la voix dont proviennent les râles d'une femme, et c'est une pièce qui semble éclairée. En écoutant, vous avez l'impression que c'est une femme qui se parle à elle-même, pas forcément folle, mais comme si c'était quelqu'un qui réfléchissait à son procédé, et elle a l'air d'opérer quelqu'un. Vous entendez des cliquements de scalpel, de ciseaux qu'elle pose sur une table, et vous l'entendez en fait en train de parler d'ouvrir la cage thoracique, de couper quelques côtes, d'essayer de refermer une artère, ce genre de choses. Eh bien, William. Arthur, pardon. Quand il faut y aller, faut y aller. J'y vais. Restez derrière moi et vous lui sautez dessus au besoin pour l'assommer. Vous avez des muscles beaucoup plus saillants que les miens. Je vous propose ça. Ça vous va? Ouais, bon, on va essayer d'être discret dans ces cas-là. Ok, je vous suis. Vous me faites un signal? On convient d'un signal ou pas? Si je hurle, vous arrivez. Si vous hurlez? De quelle manière? Oui, en portugais. Si vous entendez... En portugais? Ça En marche. portugais. si je me mets à parler en portugais, c'est que c'est la merde. Ok, mais attendez, je ne parle pas portugais. Vous reconnaîtrez. Il y a beaucoup de Ok. iode. Ok. Restez caché dans l'ombre, je m'occupe de la voir. Et je m'avance avec le maximum d'assurance que je puisse émettre de mon charisme. D'accord. Donc là, tu rentres dans la pièce, et donc tu vois qu'il y a, enfin, plein de cellules en fait qui ressemblent à des espèces de cercueils. Et là, tu reconnais une des étudiantes de l'expédition. Il s'agit de Maria Earl Jenkins, qui est face à un grand bloc de pierre sur lequel se trouve Timothy, un des autres étudiants. Mais celui-ci il est conscient, il est attaché à la table et il est bâillonné. Pardon, il est inconscient, il ne bouge pas. Et tu vois qu'elle a à côté d'elle un espèce de bocal avec du liquide beige qui a tous ses outils d'opération en fait qui sont posés sur la table, et que derrière elle se trouve un cercueil qui émet une lumière tamisée et dans laquelle tu penses voir la silhouette de quelqu'un à l'intérieur. Donc là, celle-ci elle porte encore ses vêtements d'expédition, mais tu vois qu'en fait elle a juste ses vêtements sans manteau, et elle est complètement gelée en fait. Sa peau elle est bleue, et ses vêtements ils sont couverts de glace. Même tu vois la glace sur ses cheveux qui forme un stalactite, tellement elle semble être gelée, mais elle agit quand même. Tu vois, elle prépare son opération, elle enfile ses gants, et elle te dit: ah, René, vous êtes là, vous avez réussi à traverser, à ce que je vois? Oui, je suis là, mais qu'est-ce que Maria, qu'est-ce que vous faites là, ce pauvre Timothy? Voyons. Et qu'est-ce donc ce cercueil qui brille? C'est très intéressant tout ça. Vous pouvez m'en parler un peu plus? Ah, ça. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez. Tout ce qui se passe ici est très largement au-dessus de votre compréhension. Oui. Si vous êtes ouvert d'esprit, nous pouvons en parler. Sinon, et là, tu vois qu'elle sort de sa poche un revolver et elle le pose sur la table. Mais écoutez, je veux bien en discuter. Je ne compte pas vous agresser ni autre. C'est juste que une cité si magnifique, bien qu'ancienne, des spécimens assez particuliers. Vous pouvez comprendre quand même que j'essaie de comprendre à ma petite échelle de petit homme. Vous D'accord. pouvez bien m'accorder quelques minutes. Bien sûr, bah écoutez, là je suis en train de préparer une opération sur Timothy. Je vais essayer de lui faire la même chose que j'ai fait à Charles. Bon, malheureusement ils n'ont pas survécu à la traversée de l'eau, ça on s'y attendait un peu, mais de toute façon tout ce qui nous intéresse c'était surtout d'avoir leur cerveau intact, parce qu'on essaie de les préparer pour le voyage. Le voyage qui aura lieu. Ça je comprends, donc le fameux voyage de transmission de mémoire aux confins de l'espace et du temps pour protéger, c'est ça qu'importe l'apocalypse. Oui, vous avez pu en parler avec le grand prêtre. Oui, je crois, j'en ai discuté. C'était Lionel, le grand prêtre, c'est ça? J'en ai discuté. Et pendant que je discute, je m'approche un petit peu d'elle et de la table en faisant mine de m'intéresser.
principalement au corps, enfin de Timothy, et Ouais. en jetant quelques coups d'œil. Elle semble pas forcément être comment dire, sur la défensive lorsque tu te rapproches d'elle. Et elle dit bah oui très bien en fait. Effectivement il avait l'enveloppe de Lionel à ce moment-là et avant ça il avait l'enveloppe de Pickford. Il change d'identité à sa guise pour justement faire en sorte à ce qu'on puisse arriver ici. Mais là si vous voulez lui parler il est situé là-bas et là tu vois qu'elle te tend la main et là tu vois que il y a une pièce d'où provient une lumière rouge dans laquelle tu entends des prières. Tu entends un fameux Mfnui Mfnagd Cthulhu Lié Vlavagd Fatakem. T'entends ce genre de prière qui te semble incompréhensible, mais tu reconnais tout de même la voix à qui tu étais en train de parler qui paraissait un peu ancienne, et il s'agit de la voix de Lionel. Meu Deus, je ne vais pas les déranger par rapport à ça. Et je vais plutôt, je vais m'approcher petit à petit de la table et plutôt regarder l'opération que vous allez faire, parce que comment vous faites pour retirer le cerveau, parce que comment dire, Ah. tout ça, ça m'a l'air d'être Alors elle te dit non, en fait on va pas retirer le cerveau, tout ce qui nous intéresse c'est surtout essayer de soigner l'enveloppe qui contient le cerveau. Et là en fait elle commence à t'expliquer le truc, elle dit regardez, là ce que j'ai fait avec Charles, et tu sais elle tend le cercueil qui est derrière elle, c'est qu'en fait je vais simplement injecter le liquide qu'il y a ci-dessus, sauf que pour faire en sorte que ce soit efficace, je suis obligé d'aller à la source, il faut que je l'injecte dans le cœur directement. Je peux pas me contenter d'une grosse seringue, il faut que j'en mette une quantité conséquente là-dedans quoi. Donc après c'est pas grave, de toute façon c'est du shogot, ça va finir par relancer le cœur et tous les Du terres quoi de son corps va se... C'est du shogot, mais Lionel ne vous a pas Qu'est-ce- parlé de ça? Non, il m'a pas du tout parlé du shogot, et j'accentue le caray. On m'a pas parlé de ce qu'est un shogot. Mais enfin, Donc je fonce comme un malade. et je me jette en même temps sur. Alors t'arrives en courant du coup? Bah oui, du coup, parce que pensant que c'était une urgence, je vais arriver en courant. T'arrives en courant et là du coup en te voyant débouler dans la pièce, elle pose la main sur son arme. J'essaie de l'attraper. Tu lui attrapes son pistolet? Oui. Ok, Oui, je vais essayer de lui attraper le pistolet. fais un tâche Lâchez de ça, force. Maria. Il est avec nous. Je peux l'aider en même temps? Ah, là t'es en train de courir vers lui, il est aux prises. Ok. Là t'es déjà en train de te diriger vers lui. Je vais faire 5 ou moins. Oh, t'arrives à lui arracher le revolver des mains. Oh. Alors, Et je la pointe comme ça en tremblant. Maria, chut. alors tu vois qu'elle lève même pas les mains et elle fait mais ça servira à rien de me tirer dessus de toute façon. Oui, mais ça me rassure. Bon bah écoutez, si ça vous rassure. Et du coup, vous êtes... excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom. Vers toi Arthur. Ah, bon, je suis monsieur Philippe Schwarzkopf. Non, allons, ne vous en faites pas. J'ai cru entendre un bruit, du coup je me suis précipité pour vous aider. Mais qu'est-ce Et que... j'arrivais à la persuader que moi je suis un de ses potes à elle. Bon, vraiment essayer de la calmer pour pas devoir péter un pont. Elle dit mais vous êtes avec René? Ah oui, bien sûr. Ah bon bah écoutez, et là du coup C'est bon, elle tout reprend va ses bien. explications, elle explique en fait comment elle a charcuté Charles et comment elle va trucider Timothy, donc elle vous l'explique. En attendant, on va passer du côté de de Il William. n'a aucun sens, quoi. Oh, wesh. Oh, ça rame, là. On passe du côté de William et de Myriam. Du coup, vous êtes dans une pièce qui est dans l'obscurité. Que je me souvienne, toi Myriam, tu n'avais pas sacrifié ta lampe torche lors de l'exploration de la caverne. Il me semble que tu l'as toujours cet item. Ouais, normalement je l'ai. Donc vous voyez ce qu'il y a ici et vous voyez des sortes de grosses cabines. Elles sont très épaisses, hein. Elles font environ 1,50 m de diamètre sur 4 mètres de long. C'est des cabines qui sont très très grosses, elles sont disposées en diagonale tout au long de la pièce. Et il y en a une centaine disposées en profondeur. Certaines sont ouvertes et sont vides. D'autres sont légèrement entrouvertes. Peut-être qu'on peut les forcer, mais il semble y avoir quand même pas mal de glace qui se sont accumulées autour. Euh,
Il y en a quelques-unes qui sont entrouvertes, c'est ça? Il y en a quelques-unes qui sont complètement ouvertes, mais vides, et d'autres qui sont légèrement entrouvertes, mais il y a pas mal de glace autour, donc il faut réussir à la casser si vous souhaitez l'ouvrir. Bah, on va essayer ouais, d'aller vers une qui est entrouverte, histoire de voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Ouais, on va essayer de casser la glace. Est-ce que vous avez une technique particulière pour casser la glace? Si tu veux. Ce sera plus simple. Parce que de toute façon, vous êtes dans la même pièce. Oui, voilà. Du coup, pour briser la glace, comment on s'y prend? Moi, j'ai. En fait, elle est comment? Elle est recouverte, c'est surtout sur le bas. J'imagine que ça bloque. Elle est un peu partout, mais en fait, tu vois qu'il y a des stalactites et des Limite. stalagmites qui sont en fait rejoints, et ça a formé comme une espèce de cage par-dessus le caisson. Ok. Bah, j'aurais tendance à mettre des petits coups de pied pour le bas Ouais. et des coups avec la crosse du revolver Ah, en m'assurant quand même qu'il y ait pour tout ce qui est justement un peu plus haut pour casser les stalagmites, Attends, les tu veux stalactites. vraiment ouvrir ce caisson? est-ce que tu utilises le revolver genre comme un marteau en le tenant par le canon et Bah en vrai oui, pas comme un malade tu vois, juste en tapant comme ça, en mettant des petits coups pour essayer de casser la glace au fur et à mesure. Est-ce que je peux déjà approcher ma lanterne proche du caisson pour voir ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir à casser la glace? Alors, tu le fais avec ta lanterne, mais du coup, tu ne vois pas ce qu'il y a dans le caisson parce que la glace est épaisse et la vitre du caisson est assez opaque. Ok. Donc Et au fur et à mesure hein. là, il va falloir faire un test de force. Je t'accorde un petit bonus. Toi, tu as combien en force? Je te donne un bonus de 2. 7. 7. Donc là, ton bonus, tu passes à 9. Faut faire Ok. un test inférieur à 9 pour réussir. Mais si tu fais un échec critique, j'ai une très mauvaise idée pour ce qui peut se passer. Donc, Astar a tiré sur Myriam. Alors, bon, C'est pas un échec critique. c'est pas un échec critique, mais du coup, en fait, tu commences à taper sur le caisson avec la crosse du revolver. Tu sais pas exactement ce qui se passe, mais en fait, tu déclenches le percuteur du revolver, et là, t'entends un coup de feu au moment où tu tapes dessus. Donc, PAU! Là, tout le monde se regarde. Ni toi ni Myriam n'avez pris le coup, mais utiliser le revolver pour taper sur la glace, c'est pas forcément une giga bonne idée, quoi. Ouais, mais j'ai rien d'autre. Moi, j'ai pas d'outils. Désolé, hein. Je vais enlever les balles, je vais enlever les cartouches et je vais continuer. Il Ok. reste plus que 2 balles de toute façon maintenant. Bon, tu t'enlèves les cartouches, tu le fais, tu finis par réussir à casser un peu la glace. Désormais, là je vais demander à Myriam qui va t'aider pour faire un test de force pour ouvrir le... Ah bah non, tu ne peux pas Myriam. Donc là ça va juste être toi, force sans bonus pour essayer d'ouvrir le caisson. Si tu n'y arrives Mais pas... c'est un malus de toute façon. Ouais. Donc si tu n'y arrives pas, c'est simplement qu'il y a trop de glace et c'est pas possible de le forcer. Vas-y. Oh, Oh. 2. Ok, bon. Première tentative un peu dangereuse, mais là tu parviens à casser suffisamment la glace en t'aidant de ton pied, en t'aidant de la crosse que tu utilises comme marteau, et tu finis par dégager suffisamment la glace, et avec Myriam, vous ouvrez le caisson et vous découvrez à l'intérieur un liquide beige, mais qui est solidifié, qui est congelé. Mais il y en a une quantité assez énorme. Je recule. Je veux pas avoir à faire contact avec ce truc. C'est ce qu'on avait vu sur Saint-Lake, ça, j'ai l'impression. C'est ce que vous avez Et vu sur les sur chiens. Saint Lake et sur le visage Ouais. des chiens, oui. Sauf que là, il est à un Ouais. état solide. Est-ce qu'on devrait y foutre le feu ou est-ce que. Après, je sais pas si on a ce qu'il faut pour y foutre Non. le feu. Est-ce qu'on essaierait pas de refermer la cabine Est-ce qu'on peut essayer de la refermer mais vraiment la verrouiller du coup? Tu peux essayer, mais là, il va falloir faire un test logique et je vais demander à Myriam, du coup, de résoudre
pas grand-chose de toute façon, parce qu'il y en a d'autres qui sont à moitié ouvertes. Donc, Alors après, mais bon. celles qui sont ouvertes sont vides. Celles qui sont ouvertes Ah. sont vides. Hop, alors, je Bon, moi vais donc. vous partager quelque chose d'absolument incroyable. Hop. Tac. Tu te souviens de l'énigme de la dernière fois qui était super chiante à, à faire? Encore un truc avec des allumettes? Je crois qu'il y a des allumettes, ouais. Alors, tac, tac, tac. Où sont mes énigmes? Ah, voilà. Où sont mes allumettes? Où est mon livre d'énigmes? Allumettes, c'est très chouette. Alors non, c'est pas des allumettes cette fois-ci. C'est un animal à trouver sur un espèce de code César. T'as pas un Où est Charlie plutôt ou un truc du genre? Si tu veux, je te trouverai un Où est Charlie pour la prochaine fois. Donc voilà, le temps que tu résolves ce problème, je vais considérer que vous l'ayez résolu ou pas, vous vous dirigez ensuite vers là où se trouvent René et Arthur. Donc là, pendant votre conversation, vous avez entendu un coup de feu derrière. Donc là, Maria s'arrête pendant un instant et elle dit mais il y a quelqu'un, il y a d'autres personnes qui sont venues avec vous? Bah non. Non? Normalement, non. Non. Pas que je me souvienne. Sur deux. Ah, dans ce cas, Nous étions deux à rentrer dans la porte. Là. si on est suivi, je suis désolé, monsieur Lagos, mais je vais devoir vous demander de me rendre mon revolver. Je vous avoue que je préfère. J'ai plus confiance en Philips dans sa capacité à tirer. Vous savez qu'avant il était soldat dans son ancienne vie. Il était même tireur d'élite. Et- Tenez, Oui, monsieur Philips, un peu partout. Un peu partout votre sur- revolver. Et alors, fais un Merci. test d'apparence pour le petit mytho que tu viens de lancer. Oh merde. 18. Alors là, tu vois qu'elle te regarde en fronçant les sourcils et elle dit rien. Du coup, elle vous demande mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous voulez si vous voulez parler avec Lionel, il est là-bas. Ah oui, bah je vais aller discuter avec Lionel. Vous en faites pas. Je donnais juste pour l'information. Je pense que actuellement, vous m'avez dit vous-même que les balles ne vous feraient pas de mal. Donc, je pense que si les gens qui arrivent sont armés, il ne vous arrivera rien. Et puis de toute façon, enfin, je ne pense pas. Je pense qu'on aura entendu plus de détonations. Mais je vais aller voir Lionel. Ça vous tente, Philips, de m'accompagner? Oui, bien sûr. Voilà, Je vais voir Lionel, on oui. va voir Lionel. Vous en faites pas, Maria. Continuez à faire votre chogoterie, chogotte. Je vais aller voir le maître. D'accord. Donc là, elle prend son scalpel et puis elle commence à ouvrir Timothée. Elle commence à ouvrir au niveau du plexus et puis elle commence à prendre ses aiguilles pour écarter la peau et tout ça pour aller lui ouvrir le corps. Et elle s'empare Je d'une retourne. grosse pince. Ça ressemble à un espèce de gros sécateur de jardinage, mais c'est pour couper des côtes. Donc elle s'empare de ce truc-là. René, il se retourne immédiatement et il avance vers la lumière rouge où il y a Lionel. Et il en va ah là là, j'entends pas les côtes qui se font couper, j'entends pas. Et je dirige d'un pas assuré avec Monsieur Philips, ancienne force spéciale de la reine. De la reine. Je ne sais pas. Je vais faire la même chose, du coup, je vais juste faire. Oh, waouh. Je vais me retourner. Je vais faire discrètement, du coup, et me retourner. Et du coup, tu m'as donné l'arme quand même, c'est ça? Oui, je t'ai donné je t'ai Ok. tendu le revolver. Et donc là, il y a peu de temps après votre départ, enfin peu de temps, vous allez vous croiser, hein, mais vous voyez donc William et Myriam qui rentrent également dans la pièce. Et vous assistez donc à Timothée qui est en train de se faire, ça ressemble à une autopsie en fait, ce qu'il va subir. Maria, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, c'est son nom. Hein. Oui, c'est ça. Bah écoutez, je prépare Timothy pour le voyage. Le voyage. Vous n'êtes pas avec René? Non. Il est dans le coin? Là, tu vois qu'il tend avec son doigt en direction de la lumière rouge. Et tu vois effectivement qu'il y a la silhouette de René et de Arthur qui se dirigent vers cette lumière.
Ah. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ben, ils vont parler à Lionel. Là, tu vois qu'elle commence à te regarder avec un air très suspect. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut aller le voir aussi? Bah écoutez, si vous voulez aller parler à Lionel, oui, vous pouvez y aller. D'accord. Bah, on va faire ça. Donc là, elle fait un signe de tête et vous suit du regard pendant que vous traversez la pièce. Elle prend sa pince ensuite et commence à couper les côtes de Timothée. Donc, vous arrivez dans une pièce qui est immense et vous voyez en fait cette lumière qui vous brûle en fait la rétine. C'est d'un rouge un peu magenta. C'est très difficile à discerner, mais vous voyez tous les quatre la silhouette de Timothée qui cette fois-ci a l'air un peu plus grand que quand vous l'aviez croisé tout à l'heure et qui se tient Lionel dans ou une... Timothée? Pardon Lionel ou Timothée? De Lionel Ok. qui se tient en fait comme s'il était dans une forme de position de prière et vous l'entendez donc réciter les mêmes incantations que tu avais entendues un peu plus tôt dans la bouche de Karl Stemper, William. Tu avais entendu Karl Stemper dire les Cthulhu, Fataken, ce genre de choses que tu avais noté sur ton carnet. Il est en train de faire les mêmes incantations et lorsqu'il vous entend s'approcher, il se retourne vers vous et il vous dit finalement vous êtes revenu. Ah, excuse-moi, à moi? Il me dit ça? Il vous dit ça à tous. D'accord, ok. Et là, lorsqu'il se retourne, vous voyez que son visage est très difficile à discerner. Il est dans le contre-jour de la lumière. Vous n'arrivez pas tout à fait à revoir sa silhouette. Il a l'air torse nu. Mais vous ne voyez pas son visage. Lionel, tout ça c'est pour le voyage, c'est ça? Mais qu'est-ce donc cette lumière rouge? Ah, ça, c'est le signal. On est en train de prévenir les autres adorateurs qui sont situés bien plus loin de ce que nous sommes en train de faire, et que nous allons très prochainement libérer le grand ancien, Cthulhu. Comment ça? Je- Daignerez-vous nous expliquer ce que vous faites? Bah écoutez, si vous êtes prêt à entendre les réponses, je peux tout vous expliquer, oui. Notre divinité à tous, parce que finalement, quelle que soit la religion, le véritable dieu, c'est Cthulhu. Et c'est un dieu qui existe réellement, il est piégé quelque part au fond de l'océan, parce que les autres dieux étaient tellement jaloux de son pouvoir qu'ils l'ont congédié et enfermé sur Terre. Et notre objectif désormais, c'est de faire en sorte qu'il puisse sortir de cette prison pour régner, non pas seulement sur la planète, mais sur l'univers, puisque c'est son destin, et en tant qu'adorateur, nous avons le devoir de lui permettre d'en sortir. Et sachez que nous avons des intérêts particuliers à le faire, même en tant que... pas forcément en tant qu'espèce, mais en tant qu'esprit conscient, en fait. Mais en tout cas, vous êtes très courageux d'être venu jusqu'ici après tout ce qui s'est passé dans la caverne. Je suis désolé pour la diversion. J'ai dû faire le nécessaire pour préserver notre groupe. Croyez-moi, Lionel, Timothy, Longsword et Samuel, tous font maintenant partie du plan ultime. C'est un destin bien plus glorieux que ce que peut nous offrir l'existence terrestre. Il peut être très difficile d'admettre que nous sommes que des enveloppes corporelles, piégées dans un cycle de décomposition inutile. Lorsque j'ai découvert l'existence de l'éther, la matière qui compose les serviteurs de Cthulhu, j'ai compris que nous pouvions rejoindre un mouvement bien plus important que ce que nous appelons naïvement la vie. Mais quel rapport avec le voyage? Alors, justement, rejoindre le Shoggoth vous donnera des pouvoirs déjà inimaginables comme l'immortalité, le don de celui de pouvoir voyager à travers le plan astral et de rejoindre le plan d'existence Eldrick. C'est un plan où vous pourrez exister sous une forme bien plus polyvalente, et ce jusqu'à la toute fin de l'univers.
nous formerons qu'un, et nous existerons aux côtés du Tout-Puissant. Nous écraserons les ennemis dans une guerre cosmique, et nous régnerons sur un état de béatitude ultime. Ce que d'autres appellent le paradis. Sauf que là, cette fois-ci, nous pouvons être proactifs pour l'atteindre. Mais comment pouvez-vous parler de béatitude lorsque vous savez déjà que vous allez déclencher une guerre? Vous savez, en plus, vous venez de nous dire que les jaloux, enfin que les autres dieux étaient jaloux de Cthulhu. Est-ce que vous pensez pas que en réveillant Cthulhu, vous allez vous attirer les foudres de tous les autres dieux? De toute façon, regardez l'état du monde, regardez la guerre que nous venons de subir. Vous savez que le pire est encore devant nous. Le monde ne va pas du tout aller mieux si on se concentre encore une fois que sur l'échelle humaine. Les autres dieux s'acharnent déjà sur notre existence. La seule personne qui peut... Enfin, le seul véritable dieu qui peut nous aider à sortir de ça, c'est Cthulhu. C'est lui qui peut nous aider à en sortir. La guerre, de toute façon, est déjà déclenchée depuis bien avant même bien avant le Big Bang. Cette guerre-là existe déjà. Mais, si nous libérons Cthulhu, nous pouvons la gagner, cette guerre. Nous en avons l'assurance, en fait. C'est pas une certitude, c'est un fait. Et savez-vous comment est-ce que lui va réagir? Comment pouvez-vous vous assurer que il ne va pas juste tous nous exterminer? Parce qu'il reconnaîtra les siens. Et c'est pour ça que nous faisons tout cela. Mais encore une fois, il n'est pas trop tard pour vous non plus. Si jamais vous souhaitez faire partie de ce plan, il vous est possible de le rejoindre. Encore une fois, tout ce que nous allons atteindre dépasse le simple plan d'existence humaine. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pourrez vivre peut-être jusqu'à... vous allez peut-être vivre 10 ou 20 ans de plus, probablement mourir à cause d'un cancer ou d'une nouvelle guerre qui sera déclenchée entre les humains, une nouvelle épidémie ou je ne sais pas. Nous le savons tous, il n'y a que le néant après la mort et strictement rien. Aucun être humain ne vaut la peine d'être réellement sauvé. Ils sont tous faillibles, malsains et puérils. Ils ne sont bons qu'à se faire du mal. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comprendre et maîtriser, enfin vous pouvez comprendre et maîtriser votre propre destin, et je peux vous promettre que vous n'aurez plus jamais peur de l'inconnu, car l'univers n'aura plus aucun secret pour vous. Mais vous venez de dire que nous ne sommes pas vraiment... Enfin, que nous sommes un peu puérils à l'échelle cosmique. Est-ce que... Oh merde. Est-ce qu'obtenir un tel pouvoir, ce serait pas le donner aux mauvaises personnes, finalement? Il n'est pas Est-ce qu'on mauvais. mérite vraiment ce pouvoir? Eh bien, si vous l'avez pour les bonnes raisons, c'est tout à fait valable. Le truc, c'est que nous avons deux castes, nous avons forcément besoin de nouveaux adeptes. Donc, nous faisons partie de ceux qui ont rejoint la volonté du Tout-Puissant volontairement. C'est pour ça que nous avons ces dons d'immortalité et autres. Mais pour ceux qui le rejoignent de force, eh bien, nous leur injectons le Shogot. Comprenez que c'est une bénédiction, c'est une façon pour nous de faire en sorte à ce qu'ils nous rejoignent dans ce plan d'existence, mais nous n'avons malheureusement pas pu les faire adhérer à notre cause volontairement, parce qu'encore une fois, les limites de compréhension du cerveau humain ne permettent pas forcément d'accepter cette réalité. Il faut vraiment avoir une sensibilité et une intelligence particulière pour comprendre à quel point notre cause est juste et notre combat est noble. Je vous avoue que ça s'entend, hein, ouais, ça se comprend. Et donc vous pensez que même si... Enfin, est-ce qu'on est toujours nous-mêmes lorsqu'on accepte les Shogots? Bien sûr, vous serez toujours vous-même, vous aurez déjà votre pleine conscience, mais vous devrez passer un rituel pour être sûr que vous voulez véritablement être prêt à mener le combat contre le Tout-Puissant. De toute façon, si votre volonté est pure, les pouvoirs seront effectifs. Mais sinon, vous serez simplement affecté par le Shogot. Karl Stemper n'était par exemple pas forcément un étudiant qui était prêt à devenir un adepte.
Donc, lorsque nous lui avons fait boire le Shogot, eh bien celui-ci a fini par être un peu soumis à, à la nature d'esclave qu'avait cette créature artificielle, et il a fini par perdre sa propre volonté. Ses intentions n'étaient pas suffisamment pures pour qu'il puisse rejoindre le rang des prêtres. Ceci dit, d'autres personnes comme Maria ont tout à fait cette capacité. Sa volonté est pure, son intellect est très développé, donc elle a pu développer les dons et recevoir la bénédiction du Grand Cthulhu. Il est tout seul, Lionel, dans la pièce? Oui, il y a juste, là, clairement, il y a juste lui et Maria. Ok, on voit la statuette avec eux ou pas? Alors, tu vois qu'il y a quelque chose qui se situe derrière lui dans la lumière, mais il faut t'en rapprocher pour la voir. D'accord. Je vais m'approcher tout doucement en hochant la tête par rapport à ce que dit Lionel. Effectivement, c'est intéressant, mais comment ça, un peu plus... Enfin, boire le shogot, les intentions pures, tout ça... C'est pour ça que Maria est couverte de givre, qu'elle n'est pas morte. Alors là, du coup, en te rapprochant, tu finis par voir son visage et tu vois que il n'a plus de yeux, il n'a plus de bouche. Son visage est juste un espèce de grand tourbillon qui tourne sur lui-même et t'as l'impression que son visage est un siphon en fait. Et t'entends quand même la voix en fait qui s'en émane. Et maintenant que t'es suffisamment proche de lui, t'entends que la voix elle est un peu comme dédoublée, comme si c'était plusieurs voix qui parlaient en même temps. Et il dit bah Maria, comme elle est sensible justement au don de Cthulhu, elle a pu développer le Shogot et en faire un véritable pouvoir. Elle a désormais un don d'immortalité, c'est-à-dire que si j'ai entendu votre conversation, si vous lui avez tiré dessus, ça ne lui aurait rien fait. Ça ne lui aurait rien fait, elle serait restée debout. Et j'ai le même genre de capacité. Nous pouvons vivre très longtemps. J'ai une existence qui est très longue et étalée. Lionel n'est pas mon véritable nom, ce n'est pas ma véritable identité, c'est juste la dernière que j'ai prise. Mais moi j'ai 700 ans. Je vis depuis des temps immémoriaux. J'ai vu des civilisations naître, s'effondrer. J'ai vu ce dont sont capables les hommes. Et le jour où j'ai pris conscience de l'existence du Tout-Puissant, ça a complètement changé ma vie et en mieux. J'ai réussi à trouver de nouveaux adeptes. Nous avons réussi à rentrer en communication avec d'autres adeptes situés sur d'autres planètes, même d'autres plans d'existence. Il n'y a pas que Maria et moi, nous sommes juste les plus fervents pratiquants en Antarctique, mais sachez que nous sommes très nombreux, ne serait-ce que sur Terre. Nous sommes peut-être un des endroits avec le plus de pratiquants. Combien de pratiquants à peu près? Ah ça je ne saurais vous le dire, il y en a des nouveaux qui rejoignent nos rangs chaque minute. Donc de gré ou de force, mais ils sont nombreux à rejoindre nos rangs. Peut-être même que certains parmi vous font déjà partie de notre religion. Je me tourne vers le groupe. Ben, faut que je réfléchisse encore, monsieur Lionel. Mais réfléchissez-y. Après tout, pourquoi êtes-vous venu en Antarctique? C'est bien que il y a une destinée divine qui vous a ramené ici. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais faire mine de faire les 100 pas, mais en me rapprochant petit à petit de la statuette. D'accord. Et là, du coup, en essayant de le contourner un peu, tu finis par voir la statuette, et tu vois que celle-ci a la forme d'une espèce d'homme poulpe avec des ailes, assis sur un socle. Ça correspond aux dimensions que vous avez vues sur les autres statuettes, mais donc lui, il possède celle-ci, il était visiblement en train de prier devant. Let's go baratiner pour Ouais. pour récupérer la. Distrais-le, je sais pas, Je- fais quelque chose et on essaye de voler la statuette. Vous voulez pas plus lui soutirer plus d'infos? Bah là, on est là pour la statuette. Là, tout ce qu'il veut, c'est une réponse de si on va rejoindre son culte ou si on le rejoint pas. Donc après, c'est comme vous voulez. Moi, je suis là pour la statuette. Après, Et vous, monsieur Sheffield?
Je réfléchis. Je réfléchis. Faut dire que sa proposition, elle est alléchante. Je veux dire, quand on essaie de prendre un peu de recul, non? Fermez ton micro, s'il te plaît. Moi, je me souviens surtout de ce qui s'est passé avec les deux autres, avec la substance beige. J'ai certainement pas envie qu'on m'injecte ça, ou de l'ingérer de quelconque manière, en tout cas, pour avoir une infime chance d'avoir de la vie éternelle. Ça n'a aucun sens, en fait. Et je sais pas si je me souviens des bribes de ce que j'ai vu dans la machine, dans le télescope, mais je me suis... Enfin, je sais pas. Alors, par rapport à ça, tu sais que le Shogot a des propriétés où il peut absorber certaines autres matières pour en prendre les propriétés, mais également parfois les connaissances. Donc là, de ce que tu redécoupes avec ce que, on va l'appeler Lionel pour l'instant, mais ce que le grand prêtre est en train d'expliquer, c'est que potentiellement il se sert du Shogot pour, capturer en quelque sorte vos consciences, vos esprits, mais pour qu'ils existent dans une matière qui survit à tout en fait. Le Shogot normalement c'est pas censé être une matière qui est destructible. C'est un moyen en fait pour vous de devenir immortel, mais pas seulement dans une enveloppe humaine. Donc là de ce qui t'explique, c'est que vous le deviendriez si votre volonté est pure. Si elle ne l'est pas, vous seriez simplement, vous deviendrez comme Karl Stemper. Ok. Mais normalement, Je veux pas prendre le risque. ok. Normalement, De un toute gel de façon, Shogot notre- peut vous rendre immortel. Notre volonté J'ai n'est pas déjà- pure de toute manière. C'est clair déjà, et en plus j'ai déjà une colloque de prévue avec des êtres célestes, donc ça va, je pense que j'ai assez donné perso. Moi, j'ai qu'un seul dieu, c'est l'argent. Donc bon, la pureté shogotayale, tant pis. Hein. Et là, il y a... Moi, j'ai qu'un seul dieu, c'est la picole. Du coup, Lionel vous dit, mais dites-moi du coup, qu'est-ce qui vous a ramené ici? Qu'est-ce qui vous a ramené en Antarctique? Je sors mon sous-fétiche. Et je le jette à Lionel. Et je lui dis l'argent, très cher. Et j'attrape la statuette. Et tu L'argent. cours. Et je cours ma race le plus vite possible. C'est ça ton move? Vous pouvez garder la monnaie. Fais ton test de dextérité. Ah merde. D'accord. T'as combien en dextérité? 5. T'as 5 en dextérité. Alors, Je glisse comme ça, je pète. en fait, au moment où tu t'empares de la statuette, juste il te fait un croche-pied et mais tu sais, juste il tend le pied sur le côté, tu te ramasses et la statuette en fait est en train de rouler sur le côté et il fait bon, c'est vraiment la statuette que vous voulez. Est-ce que vous savez au moins à quoi elle sert? Peut-être. Je savais pas que je devais juste vous la demander. Je me relève, je m'épouste un petit peu la neige et la glace et j'essaie de tenir un petit peu. Je ramasse aussi le sou qu'il a pas récupéré. Je le mets dans ma poche et Je je prends la ramasse ton statuette. honneur aussi. Je ramasse la dignité qui a disparu au fond du mont Erebus. Et je prends la statuette et je dis bah écoutez, je ne serai jamais assez pur de toute façon pour votre shogot ou votre culte. Je pars avec. Il dit alors, je suis désolé, mais je peux pas vous laisser vous en emparer. Si vous acceptez de prendre le Shogot, ceci dit, je vous la laisse. Si un seul d'entre vous prend le Shogot, je vous la laisse. Mais autrement, je devrais la garder avec moi. Eh bien, moi déjà c'est non pour moi. Je ne compte pas prendre de chocolat, je ne suis pas assez pur, je ne compte pas laisser ma vie derrière pour être un esclave. Parce que, voilà, je vous avoue, vous m'aviez parlé d'un voyage, d'un stockage, etc. Je suis là pour l'argent et pour récupérer ces statuettes parce que quelque chose de terrible va arriver. Je vous ai menti, Lionel, à mon souhait. Je ne suis pas celui que je prétends. Bon, Je ne-
Je m'en doutais un peu. Et là, il te tend la main comme pour récupérer la statuette. Attendez, peut-être que d'autres membres de mon groupe souhaiteraient boire du shogun. Ça, quel goût d'ailleurs? Vous pouvez me C'est, décrire un peu plus? C'est assez répugnant pour tout vous dire, mais encore une fois, les papilles gustatives humaines sont ce qu'elles sont. Il s'agit d'un corps étranger, donc forcément, le corps humain n'est pas forcément habitué à ingérer ce genre de choses, mais il peut l'assimiler assez facilement. D'accord. D'accord, on peut l'assimiler, mais c'est... Enfin, vous êtes Lionel ou vous n'êtes pas Lionel? Vous pouvez m'appeler Lionel si c'est plus simple, mais la plupart de mes adeptes m'appellent grand prêtre. Donc, monsieur grand prêtre, donc cette guerre conflictuelle, je commence à reculer un petit peu avec la statuette dans les mains. Mais grand prêtre, votre guerre céleste, cosmique, là, si nous réveillons, donc, si vous réveillez Cthulhu, ce truc-là, ça risque d'attirer les foudres sur la Terre. Pour l'instant, nous sommes insignifiants, à tel point que... Cette histoire, en vrai, je comprends rien, et je... Tu veux pas Mais- tenter un petit lancer de statuette vers Arthur, là, qui l'intercepte et qui court? Ouais, je J'aime vais bien faire comment ça. cette négociation est en train de se tourner en tournoi secret de Super Bowl. Je vais juste... Écoutez, vous savez quoi, grand prêtre? Je suis trop con. Je sais pas quoi faire, mon Je vais être putain. franc. Et je jette la statuette à Arthur et je dis, moi je vous dis, partons maintenant les amis. Personne ne doit boire ce shogot. On n'est pas Il sécure. faut crier en portugais aussi, c'est le signal pour Ah, Arthur. pardon, oui. Caray, je t'affode. Attrape la statuette. Caray, Moi, je vais Arthur. essayer- Je jette la statuette. Je vais essayer de la rattraper, du coup, forcément. Alors fais-moi ton Oh, bah, test de tiens. dextérité pour la rattraper. Oh Et putain. il part en Attends. courant, écoute, cassons. Oh, ah, Et t'as William qui tire dans tous Oh. les sens pour, pour fausser. et je crois que j'ai 12. Alors oui, tu réussis le test de dextérité, donc tu rattrapes la statuette, et là tu cours. Du coup, pour t'échapper, tu passes devant Myriam qui, elle a complètement ouvert Timothée. Hein, là, il est plus... Maria. De quoi? Maria. Alors là, elle... Myriam. Ah oui, pardon. Il y a Maria Earl Jenkins qui a complètement ouvert... Enfin, remarque, Myriam peut-être coupe d'un moment aussi, on sait pas. Hein. Mais en tout cas, elle a complètement ouvert Timothée qui, lui, voilà, le torse est ouvert, il est en train d'injecter quelque chose dans son cœur. Et elle voit Arthur passer à toute vitesse dans la salle, et elle fait non. Et là, en fait, vous voyez que Lionel, en fait, commence à courir aussi derrière toi. Est-ce que vous êtes tous en train de vous enfuir? J'imagine. Bah ouais, moi je suis le pas en tout cas. Oui, moi, je m'enfuis. Je m'enfuis en criant cours, René! Cours! je cours, je pousse Myriam pour l'aider à avancer vu qu'elle peut pas faire des jets à cause de sa Myriam. Avancez Myriam, vite! William, venez! Sauf si vous acceptez de boire ce truc immonde, mais venez! Donc là, vous êtes en train de courir. Il y a Myriam et Lionel qui sont en train de courir derrière vous. Lionel a un peu changé de forme. En fait, il s'est ouvert en deux et son torse ressemble à une espèce d'énorme mâchoire d'où sortent des dents et des tentacules qui sortent en fait. Ça fait comme des espèces de petits fouets qui essayent de vous atteindre. Et il court, il est très proche du dernier d'entre vous. Faites-moi des tests de dextérité tous, juste pour que je sache lequel va se faire attraper. Celui qui a le test le plus bas, c'est celui qui se fait attraper. Ok, donc là c'est plus c'est grand, mieux c'est. Ouais. Ah, c'est que... 50. c'est un peu triché, ça. C'est qui ça, en plus? C'est moi. Je ne veux personne ne peut me m'attrape pas, rattraper. c'est bon. 50 sur 20. Ok. Oh non. 5. Oh oui! Oh. Ah, Ah. je me suis pas nommé, moi. 9. Ok. Oh non, j'ai fait Oh, ça. super. Mais putain! c'est- Je déteste ce Non, mais jeu. le vin, déteste normalement, vraiment. c'est un échec critique d'habitude, le vin. Donc mieux vaut le dépenser maintenant. Ouais, mais en fait Arthur vraiment il court. Ah, il est en train- devant tout le monde. Hein.
Il est déjà en train de démarrer l'avion, Janet. Putain, du coup, c'est moi qui me fais attraper là. Là, tu te fais attraper, tu te Ah, fais c'est pas- saisir par les chevilles, et là, en fait, tu vois que le corps de Lionel, il s'est agrandi, et il est en train de t'attirer vers lui, et il y a sa bouche immense, en fait, qui se rapproche, et tu vois qu'il y a pareil, cette espèce de... C'est pas du sang, c'est du liquide beige qui coule tout autour de son immense gueule. Et vous entendez également au fond du tunnel, donc déjà, il y a Maria également qui arrive, cette fois-ci armée d'un scalpel, qui vous charge dessus, et vous entendez également un grognement, mais qui vient du fond du tunnel. Donc il y a probablement quelque chose de plus gros qui va venir sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Et normalement, il me reste une fusée. Ouais. Est-ce que je peux lui tirer dessus là? Je vise sa bouche là. Ok. Pour qu'il me lâche. Dans ce cas, je te fais même pas Tu vas faire voir, de... Et là, je vais faire 20. Parce que voilà, Non, non. les bons. Je te fais pas faire de test. Là, t'es Ah. vraiment très proche de lui. Tu peux pas le louper. Ah, super. Tu y tires dessus avec la fusée. La fusée se plante dans sa gueule. Il n'arrive pas à la fermer parce que ça fait forcément une flamme. Il te lâche. Et il tombe au sol. Et tu vois qu'il commence à pousser des cris qui sont pas du tout humains. Tu cours. Maria est derrière vous aussi, en train de vous courir derrière avec un scalpel, mais elle n'arrive pas forcément à vous rattraper. Donc là, vous repassez par la grande salle avec les espèces de petits balconnets alvéolés dans lesquels vous étiez passé tout à l'heure. Et lequel de vous a le plus de perception? Ah oui, non, il n'y a pas de... C'est quel stat, la Il perception? n'y a pas de stade de perception, justement, j'ai arrêté ces conneries. Mais on va dire que lorsque vous passez devant, vous voyez que la cabine que vous aviez ouverte... Ah oui, d'ailleurs, Myriam, le test logique tout à l'heure que tu as fait, tu as réussi à le résoudre? Bah, j'ai trouvé 2 animaux. Je peux en trouver d'autres si tu C'est veux. lesquels que tu as trouvé? Rhinocéros en premier. Rhinocéros? Ouais. Ok, bah bien joué. Du coup, à ce moment-là, tu avais réussi à fermer la cabine, Ok. vous ne voyez rien. Je vous expliquerai plus tard s'il se passait rien, mais en tout cas, tu as réussi à refermer la cabine. Vous allez dehors, vous êtes en train de courir de toutes vos tripes dans la neige. Courir en intérieur, ça pouvait se faire. Là maintenant, courir par moins 20 degrés, vous sentez le froid qui vient vous geler les poumons. Vous allez tous faire des tests de dextérité de nouveau. Ok, qui avait fait le 7? William. C'est moi. Très bien. En courant, en fait, tu vois que tu es en train de te faire rattraper par Maria. Elle est en train d'arriver sur toi et tu vois qu'elle, elle n'est pas du tout ralentie par ni la neige ni le froid. Elle court avec ses vêtements gelés, elle charge sur toi avec un scalpel et elle s'apprête à te le planter dans le dos. Qu'est-ce que tu fais? J'arrache un stalactite qui est à côté de moi. Ok, J'essaye de lui balancer. ok. Fais un test de dextérité. Oh. Aïe aïe aïe. Ah le C'est sale move. Myriam qui prend le sac. Donc Dans là, le deuxième œil. ce que tu fais, c'est que tu essaies de prendre le stalactite. Tu l'emmènes, tu trébuches sur le sable, tu tombes, et là, tu sens que tu t'es bien biché en tombant. Et là, Myriam arrive sur toi, elle te plante le le scalpel Scalpel. dans le ventre, et à l'endroit où elle plante le scalpel, tu vois qu'il y a un morceau de stalactite qui est enfoncé aussi dans le ventre, mais de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer. Je vais sortir mon arme et je vais essayer de tirer sur elle pour la faire reculer. Ah non, bah non, attends, il est proche. Ouais, non, c'est risqué de fou. Je vais essayer de récupérer William en jetant la dent que j'ai arrachée. La dent, elle est toute petite, hein. Ah merde, bah je vais juste tenter de récupérer William vite. Non mais non. Pas William. Tu veux essayer de récupérer William? Ok. Oui, non, je vous abandonne pas. C'est quoi ta Vous êtes un strat? si grand peintre. Comme quoi? Justement, ces œuvres, elles se vendront plus cher quand il sera mort. Il faut qu'il en fasse plus d'abord, qu'il m'en lègue.
Bon, là, Maria retire le scalpel et s'apprête à le replanter. Qu'est-ce que tu fais, Raymond? Je vais tirer. Je vais tirer William, ou tu sais quoi, je vais me mettre entre lui et Maria pour torquer le scalpel et le faire avancer. Tu veux te mettre entre... Ok. Ok, fais ton test de dextérité. Ce serait pas plutôt de la constitution pour. Là, je considère que c'est plutôt de la vitesse et aussi de l'agilité pour essayer de te faufiler entre les deux. Tombe sur William et s'empale sur Je crois pas que c'est le même. le sandwich. Bon, tu te mets... En fait, ce qui se passe, c'est que tu te mets sur William pour le protéger. Donc déjà, William, tu te fais aplatir par Raymond. Donc là, il y a tout le souffle qui sort de ton corps. Et là, Maria, en fait, comme elle voit que tu te mets par-dessus, bon, vas-y, bon, elle replante le scalpel, mais cette fois-ci, elle te l'enfonce dans ton ventre à toi. Bon, tant pis, je sors mon arme. Et là, vous avez donc la silhouette qui vous avait poursuivi dans le tunnel. Vous voyez qu'en fait, elle commence à arriver. Vous voyez une grande masse beige en train d'arriver avec des espèces de pâtes liquides comme ça qui rampent sur le sol à toute vitesse en poussant un cri absolument horrible. En fait, si une chauve-souris pouvait faire la taille d'un ours, ça ferait ce cri-là. Et là, ça rampe vers vous, mais plus vite que votre vitesse de course. C'est encore très loin, mais ça se rapproche très vite. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Arthur, c'est le moment de sortir ton meilleur jet là parce que franchement. Bah ouais, je vais essayer de... Du coup, je suis obligé de dégager Myriam pour pouvoir se barrer, hein, on est d'accord. Myriam, moi tout va bien. Maria. Myriam qui prend une balle. Myriam, et il a réussi critique. Oui, on est d'accord que je suis obligé de dégager Maria pour pouvoir sortir nos collègues. Ouais. Bah je vais sortir mon arme, je vais essayer de tirer dessus. Ok. Test de dextérité. Essayons de pas faire un troisième 20 d'affilée quand même. Ah bah là, pardon, je suis désolée, mais je m'en vais, hein, si c'est ça. Ok, donc Myriam prend de l'avance avec la course. Non, je prends pas d'avance, c'est au cas où. Oh, alors moi c'est presque un 1 sur mon stream. Alors attends, qu'est-ce que... C'est un 7. C'est un 7. Ah dommage, on le voit pas sur le stream, mais là, tel que c'est de mon côté, c'est presque un 1 en fait. C'est cassé sur le 7, mais en vrai c'est... Là, dans mon visu, c'est un 1 normalement. Hein. Allez, on Ouais, prend le. moi aussi, c'était un 1 sur mon côté, mais c'est vrai que le truc il dit Non, 7. non, le truc a prendre 17, le 1, hein. donc c'est 7. Mais par merde. contre, c'est quand même une réussite. Donc là, tu tires une balle sur Maria. Alors elle prend la balle, elle tombe par terre, alors, sans faire de cri. Là, les gars, vous avez quelques secondes pour vous dégager. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, moi, je vais quand même les aider à se relever Ok, et pour courir, quoi. je te fais pas faire de test pour ça. Vous courez, mais vous êtes tous extrêmement lents. Là, vous êtes sous les effets de l'adrénaline. Donc, vous sentez la douleur, mais ça ne vous retarde pas encore dans vos actions. Vous courez en direction de l'avion de Janet, qui arrive et qui vous dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, mais vous avez un stalactite dans le ventre, William !» Ça va fondre. Démarrez le moteur. Démarrer l'avion. Alors du Il coup, faut qu'on se tire. elle démarre l'avion. Vous avez le Shogot en fait qui commence à se rapprocher de vous. Mais les spécimens que vous avez vus tout à l'heure dans le ciel se rapprochent de lui et l'attaquent. Le Shogot en fait est en train de se battre contre eux. Ça vous laisse le temps de monter dans l'avion et de partir. Maria a le temps de démarrer l'avion. C'est pas Maria, c'est pas Maria, le Myriam a le temps de... Non, Myriam, c'est moi. Janet a le temps de démarrer l'avion. Janet a le temps de démarrer l'avion. Maria, elle est en train de courir encore derrière l'avion. Mais vous arrivez à décoller. Vous prenez la fuite et vous arrivez à quitter de justesse le mont Erebus. Ce qui se passe ensuite, hein, c'est que, il y a de quoi vous soigner dans l'avion. Vous serez soigné ou dans l'avion ou une fois sur place lorsque vous arrivez en Nouvelle-Zélande, vous serez hospitalisé. Vous allez avoir des soins très intensifs et quelques malus pour les parties suivantes. Mais en tout cas, vous allez survivre à cette rencontre. Mais vous repartez du mont Erebus avec, cette fois-ci, une troisième statuette. Une troisième Bien statuette. joué.
Parce que vous... Oui, alors je dis la troisième parce que Raymond en avait déjà une. Ah oui. Raymond en avait déjà une, vous en avez déjà. trouvé celle du Shoggoth dans le casier de Pickford, et vous avez trouvé celle de Cthulhu dans le temple des choses anciennes. Donc, $5,000. là, vous êtes en train de vous diriger vers la Nouvelle-Zélande, et donc vous avez échappé de justesse à la mort pour l'instant. C'est donc la fin du deuxième épisode du JDR Lovecraft. Eh ben, t'es tout juste, les gars. Hein. Ouais, Heureusement que tonton Schwarzkopf, Philippe, c'est là. Hein. Heureusement que t'étais Avec là. quel tireur d'élite, c'est fou. Bah oui, attendez, il agit pour la reine après tout. En vrai, c'est lui qui Force fait spéciale. le meilleur jet de dés. Hein. J'avoue Dieu que merci. c'était pas mal.